Merci pour votre présence à cette conférence débat organisée par l'INJEP et le Défenseur des droits sur accompagner les jeunes, représentation et pratique des professionnels. Pour ouvrir la conférence débat, je vais laisser la parole à Augustin Vicard, directeur de l'INJEP, et puis Claire Hédon, Défenseur des droits. Madame la Défenseur des droits, mesdames et messieurs, bienvenue à cette conférence débat. Je suis très heureux de l'ouvrir. Et on aura l'honneur aujourd'hui de vous présenter 2 travaux de recherche qui ont été cofinancés par l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire que je représente et par le Défenseur des droits. Permettez-moi de commencer par vous présenter brièvement l'INJEP, que vous ne connaissez pas forcément, pour vous dire qu'on a un observatoire public et le service statistique ministériel sur 4 thématiques: la jeunesse, la vie associative et les mouvements d'éducation populaire, et le sport. Nous avons donc notamment pour mission de fournir des données, des analyses sur la jeunesse et les politiques de jeunesse, les trajectoires des jeunes, leurs conditions de vie et leurs aspirations. L'idée, c'est, à partir de ces analyses, de pouvoir construire des politiques les plus adaptées possibles, et donc de fonder des analyses et des politiques qui soient les plus justes et les plus efficaces possibles. Alors, parmi les nombreuses thématiques que nous abordons, si vous connaissez nos travaux, il y en a une qui me tient particulièrement à cœur et qui est très importante pour nous, c'est celle des discriminations subies par les jeunes. Je crois que vous avez déjà pu avoir la teneur de ce qu'on a pu produire sur ce sujet-là, puisqu'il y a la table de publication ici. Je crois qu'un certain nombre d'entre vous se sont déjà servis, et n'hésitez pas à vous servir davantage des productions qu'on a pu faire sur ce sujet-là. Donc vous le savez, ces travaux ont pu contribuer à montrer que les jeunes sont souvent les premières victimes de discriminations qui soient fondées sur l'origine, le sexe, la religion ou le handicap, par exemple. Ces discriminations, elles sont ensuite très problématiques parce qu'elles ont des répercussions profondes sur le parcours éducatif, professionnel et personnel des jeunes, qui, pour certains, à force d'être confrontés à des discriminations, peuvent avoir l'impression d'être des citoyens de seconde zone. C'est une thématique qui est maintenant de plus en plus connue et documentée. Mais si on se projette et qu'on revient une dizaine d'années, une quinzaine d'années en arrière, ce n'était pas le cas du tout. Et donc, je suis heureux, évidemment, qu'avec le Défenseur des droits, qu'avec beaucoup d'autres institutions, évidemment, on ait contribué à ce mouvement qui permet au moins, dans un premier temps, de mieux documenter, de mieux comprendre les discriminations, afin, et c'est peut-être l'étape qui est encore devant nous, de mieux lutter contre ces discriminations. Dans cette perspective, à l'INJEP, on pilote un fonds qui s'appelle le Fonds d'expérimentation pour la jeunesse et qui, depuis 2009, parmi les projets qui ont été financés, a financé 2 programmes justement sur les questions de discrimination subies par les jeunes. Et ces 2 programmes, ils ont permis, pour le premier, de mieux documenter les discriminations, j'en parlais, notamment via des testings, et puis de bien comprendre les mécanismes de discrimination, d'élaborer des politiques publiques plus inclusives. Alors, je ne vais pas revenir sur l'ensemble des sujets, mais parmi ces sujets, il y avait l'idée que former, sensibiliser les professionnels qui accompagnent les jeunes, quel que soit l'endroit, ça pouvait être un levier important pour lutter contre les discriminations. Et donc le second programme, il a permis d'expérimenter des projets cette fois concrets, visant à lutter contre les discriminations. Alors, il n'y avait pas de formule magique, hein. On a montré que c'était difficile, que ça permettait d'avoir un certain nombre de plus-values, d'améliorations, mais que c'était difficile de lutter contre ces discriminations. Et ces programmes, ils ont permis de sensibiliser des jeunes, directement, d'accompagner et de former un certain nombre de professionnels, par exemple dans les missions locales, et puis aussi de tester d'autres pratiques de recrutement, par exemple via des CV anonymes. Et je pense que c'est des sujets sur lesquels vous allez revenir aujourd'hui au travers des études qui seront présentées. C'est des travaux que nous avons pu restituer pour ceux qui pouvaient peut-être être là il y a à peu près 1 an, en juin 2023, et déjà avec le Défenseur des droits avec lequel on collabore beaucoup sur cette problématique. Et donc,
dans cet élan, on a voulu continuer à pouvoir travailler sur cette thématique, mieux la documenter. C'est pour ça qu'on a financé un certain nombre de travaux de recherche, plus exactement 4, avec la Défenseure des droits, dont 2 vont vous être restitués aujourd'hui. Et c'est sur cette thématique, accompagner les jeunes, représentation et pratique des professionnels. Donc je ne vais pas déflorer les résultats qui seront présentés bien plus en détail et bien mieux que je ne pourrais le faire par la suite. Mais je voulais juste me réjouir de vous voir si nombreux et nombreuses ce soir pour aborder cette thématique très importante. Moi, je suis content qu'on soit nombreux pour pouvoir en discuter. Je sais que notre temps à tous est compté et donc c'est pas facile pour les uns et les autres de mobiliser 2 heures pour prendre ce temps de recul. Donc, bravo d'être là, merci à toutes et tous. Et j'ai le plaisir maintenant de passer la parole à Madame Claire Hédon, défenseur des droits. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui et on se fait des remerciements, mais vraiment je remercie l'INJEP parce que le travail d'étude, on en a absolument besoin. Parce que j'ai tendance à dire que dans l'institution du défenseur des droits, on voit que ce qui ne va pas à partir des réclamations qu'on reçoit, mais on ne voit pas du tout ce qui ne va pas. Et donc les études nous permettent de mieux appréhender tout ce qui ne va pas. Vous me permettez de dire d'abord 2 mots sur l'institution du défenseur des droits, parce que j'ai quand même pris comme habitude de comprendre que tout le monde ne sait pas bien forcément ce que nous faisons. On a d'abord une autorité administrative inscrite dans la Constitution, ce qui nous donne du poids. 2 missions, c'est traiter les réclamations dans nos domaines de compétences et promouvoir les droits et les libertés. Nos domaines de compétences, il y en a 5. Donc il y a bien sûr la lutte contre les discriminations, il y a la protection des droits des enfants. Nous sommes aussi l'organe de contrôle externe de la déontologie des forces de sécurité, donc à la fois police, gendarmerie, police municipale, mais aussi sécurité privée. Nous sommes aussi en charge de défendre les droits des usagers de service public, c'est la partie, je dirais, héritage du médiateur de la République, puis une compétence qui nous a été rajoutée en 2016, renforcée en 2022, qui est la protection et l'orientation des lanceurs d'alerte. Donc, on traite les réclamations dans ce domaine. Le législateur a bien pensé qu'on était aussi là pour promouvoir les droits et les libertés. Concrètement, ça veut dire, à partir des difficultés que nous observons qu'ont les personnes pour que leurs droits soient respectés, c'est bien de faire des préconisations d'évolution législative réglementaire, de faire des rapports et aussi, justement, de financer de la recherche dans des points qu'on ne voit pas forcément dans nos réclamations. D'abord parce que tout le monde ne sait pas que nous existons, ça c'est déjà le premier point. Et le deuxième, tout le monde n'ose pas forcément venir devant une institution comme la nôtre. Donc ces études, elles sont essentielles pour nous, pour appréhender les discriminations, et c'est en les connaissant qu'on pourra mieux les affronter. Le premier point que je voulais aborder avec vous, c'est la nécessaire prise de conscience de l'ampleur de ces discriminations, puisque si je prends l'an dernier, c'est 138 000 réclamations en tout. Mais finalement, si je prends que discrimination, c'est 6 700. Donc, c'est pas énorme et c'est pas du tout révélateur de l'ampleur des discriminations. Tous les ans, vous savez qu'on fait une étude avec l'Organisation internationale du travail, un baromètre des discriminations. Et il y a 2 ans, on l'avait justement fait sur les jeunes. Et nous étions intéressés aux jeunes de 18 à 34 ans. Alors, vous allez dire, 34 ans, ils sont moins jeunes. Mais c'est parce qu'on voulait avoir le début de la vie professionnelle. Les chiffres sont flagrants et ça rejoint ce que vous avez dit tout à l'heure. Une plus grande conscience et une plus grande fréquence des discriminations. 1 jeune sur 3 dit avoir été victime de discrimination. C'est 1 sur 5 en population générale. Donc manifestement, à la fois probablement plus de discrimination, mais aussi une prise de conscience plus importante. Mais alors là-dessus, en fait, finalement, moins de 4 sur 10 ont entrepris des démarches. Mais attendez, je ne dis même pas d'aller devant l'institution du défenseur des droits ou devant les tribunaux, simplement d'en parler à quelqu'un. Donc la majorité des personnes, finalement, n'en disent rien et ça dit quelque chose du non-recours dans ce domaine. Et ce baromètre, il avait aussi montré quelque chose d'intéressant, c'est qu'en fait, on parle de la jeunesse, mais ça n'a pas tellement de sens. On devrait parler des jeunesses, parce que ça n'a pas toujours les mêmes répercussions. Et certaines catégories de jeunes sont particulièrement exposées aux discriminations dans l'emploi, parce que finalement, au cumul de plusieurs discriminations et d'inégalités, il y a un exemple qui est très frappant. Les jeunes femmes perçues comme non blanches, dont les revenus mensuels sont inférieurs à 1 300 €, déclarent 2 fois plus de discrimination dans l'emploi que les autres jeunes du même âge. Donc ça explique bien cette question du cumul des discriminations et de la question donc de l'intersectionnalité. Je pense qu'ici, c'est pas un gros mot et qu'on a le droit de le prononcer. Dans ce contexte, l'accompagnement des publics dits invisibles est absolument indispensable. Pouvoir accompagner un jeune vers l'emploi avec une attention particulière à la prévention justement des discriminations, ça permet de redonner confiance aux jeunes, de renforcer le pouvoir d'agir, d'ouvrir des portes.
Et là-dessus, je voudrais saluer le travail des professionnels de l'accompagnement et de l'insertion. Je crois qu'il y en a pas mal déjà dans la salle, parce que franchement, d'abord, votre tâche, elle n'est pas simple, mais votre rôle, il est absolument essentiel. Et je pense que c'est pas facile, d'ailleurs, de repérer et d'accompagner certains jeunes qu'on dit invisibles, ceux particulièrement dans les QPV, dans les quartiers prioritaires de la ville, qui franchissent pas le seuil d'un service public de l'emploi, qui évoluent un peu en dehors des radars des acteurs publics de l'emploi, qui sont en marge des dispositifs d'accompagnement. Et du coup, ce rôle d'accompagnement est absolument nécessaire, et ça veut aussi dire du aller vers. Mais évidemment, ça ne suffit pas, il faut aussi agir auprès des employeurs. Je vais dire une évidence, mais je pense que c'est bien de le rappeler. Ce ne sont pas les jeunes qui sont responsables des discriminations qu'ils subissent, mais c'est bien les organisations publiques et privées qui doivent se transformer. C'est une évidence, c'est quand même juste bien de le rappeler. Et donc la démarche des professionnels de l'emploi et de l'insertion, aussi des associations qui luttent contre les discriminations, doit être complétée d'interventions auprès des employeurs, et cet aspect-là est vraiment important. Sans ça, on n'arrivera pas à éradiquer le problème à sa racine. Et donc cette double approche, à la fois par les publics et par les employeurs, me semble particulièrement intéressante. Et pour les entreprises qui souhaitent s'améliorer, les dispositifs et programmes proposés par certaines associations sont des outils facilitateurs qui impulsent le changement et qui d'ailleurs pourraient inspirer davantage d'organisations encore. Le plan national de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations fondées sur l'origine, qui a été lancé il y a un peu plus d'1 an, 18 mois, envisage justement un élargissement des entreprises concernées par l'obligation de formation à la non-discrimination. Et nous, on veillera évidemment à ce que ce ne soit pas que des effets d'annonce, mais à l'application réelle. Le quatrième point que je voulais aborder avec vous, c'est l'importance de garantir à tous les jeunes un service public de qualité. Près d'1 an après les révoltes urbaines et au moment où certaines annonces se focalisent sur la sanction au lieu de remédier aux défaillances des dispositifs de prévention et de protection, je pense que c'est essentiel de pouvoir garantir à notre jeunesse une présence et une qualité des services publics dans tous les territoires de notre pays. Et d'ailleurs, là-dessus, je pourrais vous dire qu'on observe dans les difficultés d'accès aux services publics des points communs, et des services publics de l'éducation, de la santé, de l'ensemble des services publics, des points communs entre les zones rurales et les QPV qu'on passe son temps à opposer. Et en fait, les jeunes, à la fois des zones rurales et des QPV, finalement, rencontrent des difficultés qui peuvent parfois être communes. Et parfois, et partout où le service n'est pas à la hauteur de ses promesses, l'institution du défenseur des droits, elle est là, justement, aussi pour le rappeler. En conclusion, je pense qu'il faut toujours rappeler que l'égalité est un principe fondamental et la discrimination une infraction. Il y a urgence à faire de la lutte contre les discriminations une priorité de politique publique. Et il faut les combattre parce que d'abord, c'est une souffrance et une injustice pour les personnes qui les vivent. Elles ont un impact très concret sur les personnes. Elles entravent leur parcours de vie, leur possibilité de se réaliser. Elles ont un effet psychologique très fort sur les personnes. Et parce qu'en fait, elles touchent rarement les personnes pour ce qu'elles font, mais pour ce qu'elles sont, ou en tout cas, entre guillemets, supposées être. Et c'est vraiment une violence particulière qui heurte l'identité de la personne. Et en disant ça, je pense évidemment particulièrement à la question de la discrimination liée à l'origine. Et on dit souvent qu'on est dans un pays qui a, je trouve, moi, quand même, du mal à appréhender ces questions de discrimination, à les reconnaître. D'abord parce qu'on a sur tous les frontons de nos mairies le mot égalité, liberté, égalité, fraternité, et c'est un objectif, mais en fait on n'y est pas encore. On est dans une société qui se veut universaliste, mais à juste titre, et qui a du coup beaucoup de mal à reconnaître la réalité des discriminations. Et en luttant contre les discriminations, c'est bien cette égalité qu'on cherche à renforcer. Et je suis absolument convaincue que lutter contre les discriminations améliore la cohésion sociale et renforce notre démocratie. Je pense qu'il y a urgence d'agir. Je laisse la parole maintenant aux différents intervenants pour nous présenter les autres. Donc, j'avais oublié de me présenter tout à l'heure, mais je m'appelle Anne-Cécile Cazot et je suis chargée de recherche à l'INJEP. Et j'ai eu le plaisir de suivre les 2 projets dont on va entendre parler dans le cadre de cet appel co-organisé avec le Défenseur des droits. Voilà, on va vous présenter un peu les résultats, vous allez nous présenter les résultats de vos travaux. Et en premier, je vais donner la parole à Charlotte Le Serre, qui est doctorante à l'Université d'Artois, dans le laboratoire Texte et Culture. Merci Anne-Cécile.
Bonjour à tous, je suis Charlotte Le Cerf, je suis doctorante à l'Université d'Artois. Je suis encadrée par Oumaya Idrineis et Hugo Juskoviak, qui sont tous les deux sociologues. J'excuse aujourd'hui leur absence. Je voulais d'ores et déjà vous remercier pour votre accueil pour cette conférence débat. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter notre étude qui s'intitule « L'inemployabilité des jeunes invisibles, analyse des représentations des professionnels au travers d'un dispositif d'emploi ». Tout comme moi, vous avez sûrement déjà entendu ces phrases une fois, au moins dans les médias ou dans la vie quotidienne. Les jeunes ne voudraient plus travailler ou encore les jeunes ne voudraient peu autant travailler que leurs aînés. Ces croyances, représentations sur les jeunes sont loin d'être actuelles, puisque par exemple, Jean Rousselet écrivait déjà dans son ouvrage intitulé « L'allergie au travail », paru en 1974, que la jeunesse n'y croyait plus. En parallèle, selon le 14e baromètre du Défenseur des droits, paru en 2021, un jeune sur 3 rapporte avoir vécu une situation de discrimination selon le sexe, l'âge ou l'apparence physique. Près de 46% d'entre eux ont déjà été incités à modifier leur apparence ou à adopter un certain comportement. 90% d'entre eux déclarent avoir connu une situation de dévalorisation au cours de leur vie professionnelle. Et bien évidemment, ces éléments ont des répercussions sur le parcours professionnel, émotionnel et psychologique. Depuis les années 1980, de nombreux organismes ont été créés pour aider les jeunes dans leur recherche d'emploi. Pôle emploi, aujourd'hui France Travail, les missions locales et tout autant d'organismes. Comme par exemple la garantie jeune, aujourd'hui le contrat d'engagement jeune. J'étudie justement l'un d'entre eux, le dispositif D. J'ai été pendant 3 ans salariée en même temps doctorante sur dispositif pour étudier ce dispositif d'aide à la recherche d'emploi. Le dispositif D est porté par un groupement d'entreprises d'insertion par l'activité économique et par une association médico-sociale. Il était financé par le ministère du Travail pendant une durée de 3 ans. Ce dispositif est présent en Hauts-de-France dans 7 quartiers prioritaires de la ville. Ces concepteurs le définissent comme premièrement plus innovant pour repérer les jeunes qui seraient invisibles, c'est-à-dire les jeunes qui ne seraient même pas suivis ni accompagnés par une mission locale ou un pôle emploi ou un autre organisme. Ces concepteurs le définissent également comme plus innovant pour faire accéder à l'emploi, en étant plus proche du terrain avec une prise en charge personnalisée, des immersions d'entreprise, une prise en charge sociale et une série d'activités en lien avec les activités corporelles et physiques. Le dispositif met au total à disposition une directrice, une coordinatrice, 7 conseillers chargés de repérer le public à réinsérer, 7 conseillers d'aide à la recherche d'emploi, 3 assistants sociaux, une psychologue et un ingénieur pédagogique. Toutes les caractéristiques de ce nouveau dispositif défini comme plus innovant, plus efficace, nous ont poussé donc, à déjà réaliser un premier état de l'art au niveau de la littérature scientifique. Premièrement, d'autres chercheurs ont montré avant nous que les intermédiaires de l'emploi participaient de la socialisation des jeunes. C'est-à-dire que les professionnels souhaitaient transformer les techniques ou les comportements des jeunes pour les rendre conformes aux attentes identifiées chez les employeurs. Ces normes recouvrent différents comportements comme l'assiduité, savoir se projeter dans l'avenir ou encore avoir une certaine apparence physique pour augmenter les chances d'insertion professionnelle. La littérature scientifique a également montré que les pratiques et les représentations des conseillers en insertion n'étaient pas pour autant homogènes. Différents facteurs influencent les représentations et les pratiques professionnelles. Par exemple, Julie Coronet et François Sarfati ont montré dans leurs études menées en mission locale que l'appartenance sociale influençait les représentations sur les jeunes. Valérie Cohen-Scali a montré également que selon le métier, selon les trajectoires professionnelles, il y avait également des différences. Et enfin, Grégory Giraudot-Beaujeu, en menant l'enquête au sein d'agences intérimaires et de missions locales, a montré que selon le profil de jeunes, les représentations qui étaient associées étaient également différentes. En tenant compte de ces premières données, nous avons étudié les représentations des professionnels du dispositif en lien avec les jeunes sur les jeunes. En agissant de façon directe sur les jeunes invisibles, ces professionnels se situent au cœur des situations de médiation entre les employeurs et les jeunes qu'ils tentent d'inscrire dans un processus de recherche d'emploi. Plus précisément, les questions qui animaient notre projet étaient les suivantes. Quelles sont les représentations des concepteurs du dispositif à l'égard de ces jeunes dits invisibles ? Comment sont-elles transmises aux agents le mettant en œuvre quotidiennement ? Quelle définition de l'employabilité des jeunes souhaitant leur activité professionnelle ? Quels jeunes sont définis comme plus ou moins employables par les professionnels en fonction de leur propre représentation ou encore de leur trajectoire professionnelle ?
et comment ces représentations peuvent-elles aboutir à des éventuelles discriminations et auprès de quel groupe de jeunes. Donc pour répondre à ces questions, j'ai tout d'abord interviewé les 10 concepteurs qui étaient à l'origine de la création du dispositif, c'est-à-dire les dirigeants, les présidents, le consultant du cabinet d'évaluation. J'ai pu récolter des éléments au sujet de leur trajectoire, du fonctionnement de leur organisation et questionner bien entendu leur représentation sur les jeunes au sein du dispositif. J'ai également interviewé les 18 agents plus professionnels, donc, qui étaient des conseillers en insertion, des assistants sociaux et des psychologues, sur leur trajectoire et leur arrivée au sein de l'organisation, leur représentation sur les jeunes, ainsi que leur pratique professionnelle. Nos entretiens ont été complétés par une série d'observations directes. J'ai pu, comme j'étais pendant 4 ans sur le dispositif, observer des entretiens entre les professionnels et les jeunes, participer à des ateliers collectifs sur la recherche d'emploi, ateliers socio-esthétiques, musculation, coaching en images, etc. Nous avons comparé ces pratiques concrètes avec le travail prescrit par les concepteurs et nous avons également analysé une série de documents institutionnels. Toutes les données recueillies ont été soumises à une analyse de contenu thématique après leur retranscription intégrale. Globalement, ce que montrent nos résultats, c'est qu'il existe à plusieurs niveaux, donc plusieurs échelles au sein du dispositif, des représentations sur les jeunes qui sont majoritairement défavorables et des pratiques visant une conformation des jeunes de milieux populaires. Plus précisément, l'étude montre que les représentations sur les jeunes et les pratiques des professionnels diffèrent premièrement selon les profils des 2 organisations ayant contribué à la naissance du dispositif, deuxièmement selon les trajectoires professionnelles des agents en contact avec les jeunes, et enfin selon les profils de jeunes pris en charge. Concernant notre première partie de résultats qui porte plus précisément sur les représentations des concepteurs, donc ceux qui ont créé le dispositif. Ce que nous montrons, c'est que les 2 organisations à l'origine de la création du dispositif ont des représentations des jeunes différentes et ne ciblent pas les mêmes catégories de jeunes pour intégrer le dispositif. L'association S, qui est une association médico-sociale, définit particulièrement les jeunes issus de l'aide sociale à l'enfance comme étant déficitaires sur le plan de l'engagement, de la ponctualité, de la maîtrise des règles de vie. Ils adoptent néanmoins une vision compréhensive et réparatrice de l'exclusion des jeunes, c'est-à-dire qu'ils vont considérer que le non-emploi des jeunes est plus relié à des inégalités sociales et au fonctionnement du marché du travail et des processus de recrutement. Les membres de cette association souhaitent que le dispositif intègre les jeunes qu'ils considèrent comme les moins bien dotés en capitaux, c'est-à-dire particulièrement donc les jeunes issus de l'aide sociale à l'enfance, mais également les jeunes sans domicile, les jeunes usagers de drogue et les jeunes qui n'auraient aucune ressource. Ils insistent par ailleurs lourdement sur le fait que le dispositif doit intégrer les jeunes qui seraient totalement inconnus des institutions. L'entreprise V, qui est un groupement d'entreprises sociales et solidaires, considère qu'il y a un grand nombre d'offres à pourvoir et explique vouloir satisfaire les entreprises qui recrutent. Dans ce contexte, ils imputent aux jeunes de milieux populaires une part de responsabilité. Ils vont les considérer comme manquant de motivation ou encore comme ayant des problématiques sociales qui les empêchent d'accéder à l'emploi. Ils dépeignent un portrait attentiste des jeunes qui seraient pour eux faiblement impliqués dans le travail. Contrairement à l'association, on va être sur de la responsabilisation plus individuelle, c'est-à-dire que c'est avant tout les jeunes qui est vu comme déficitaire, ce qui peut entraîner une culpabilisation du jeune dans sa recherche d'emploi. L'entreprise V va privilégier l'intégration de jeunes moins éloignés des institutions dans le but d'atteindre les objectifs fixés par les financeurs et les jeunes les plus transformables en emploi. Mais au contraire de l'association médico-sociale, l'entreprise V ne souhaite pas intégrer par exemple certains profils de jeunes comme les usagers de drogue ou les jeunes qu'ils qualifient de délinquants. Donc on a déjà un écart au niveau du travail prescrit. Par rapport à cette première partie de résultats, donc l'approche de l'entreprise V a supplanté l'approche compréhensive de l'association S. Au départ, on avait un travail sur 2 versants qui étaient prévus, donc aussi bien un travail sur et avec les jeunes, mais également un travail sur les canaux de recrutement avec les recruteurs, les entreprises qui recrutent. Mais finalement, nos résultats montrent combien la première approche a supplanté la deuxième. On parle vraiment de socialisation enveloppante au sens de Muriel Darmon,
puisque toute la transformation est dirigée beaucoup plus vers les jeunes plutôt que vers les pratiques et représentations des recruteurs. Notre seconde partie de résultats porte davantage sur les représentations et les pratiques des opérationnels, donc les personnes qui sont vraiment au contact quotidien avec les jeunes. Donc tout d'abord, au niveau du contexte de travail et du recrutement donc, de ces professionnels, il faut savoir qu'ils travaillent dans un contexte d'urgence et ils sont finalement peu formés pour repérer et faire accéder les jeunes à l'emploi. Et ces conditions de travail sont propices aux discriminations. Je ne vais pas plus développer maintenant, mais je pourrais prolonger durant les échanges cette partie pour me concentrer davantage sur les représentations des professionnels à l'égard des jeunes. Donc notre troisième partie de résultats s'intéresse aux représentations et pratiques des professionnels. Il faut savoir que les professionnels présentent des stéréotypes négatifs à l'égard des jeunes issus des classes défavorisées. Et au contraire, ils vont valoriser les jeunes issus de classes moyennes et supérieures, parce qu'ils vont, par exemple, valoriser les jeunes qui sont plutôt diplômés, les jeunes dont les parents s'investissent dans leur recherche d'emploi, qui possèdent un soutien moral et financier, les jeunes qui font allégeance à l'égard des employeurs, qui possèdent des capacités d'organisation, qui sont mobiles, qui possèdent également une certaine aisance à l'oral, ainsi qu'une apparence physique contrôlée. Or, cela revient à privilégier les jeunes issus de classe moyenne et supérieure, puisque la conscience d'avoir un rôle à jouer dans la situation, la facilité à se projeter, la mobilité, l'aisance orale sont une qualification sociale davantage répandue chez cette catégorie de jeunes. On a également d'autres catégories de jeunes qui vont être valorisées, comme les jeunes avec un statut de réfugiés originaires du Soudan ou de l'Afghanistan. En effet, le fait d'avoir quitté son pays, de ne pas maîtriser la langue française est pris en compte par les professionnels. Les professionnels développent une certaine attitude favorable envers ces jeunes. Mais il ne faut pas perdre de vue que ces jeunes sont aussi valorisés au regard de leurs certains rapports en emploi, parce qu'ils sont considérés par les professionnels comme étant plus transformables en emploi que d'autres jeunes. Voilà, pour reprendre certaines citations d'une professionnelle que j'avais interviewée qui disait voilà, moi j'accompagne des Soudanais, c'est des bosseurs, ils en veulent, ils te mettent la pression pour trouver du travail assez rapidement. Au contraire, les professionnels développent des stéréotypes négatifs concernant les jeunes issus de classes populaires. Même si les professionnels sont conscients de la part de l'environnement familial dans la construction du rapport au travail, le mauvais jeune, entre guillemets, est décrit comme manquant de motivation et étant oisif. Le refus d'une offre d'emploi par ces jeunes est sanctionné symboliquement. Le coach y voit un comportement attentiste et consommateur du service proposé. Et pour certains professionnels, le jeune préférerait plutôt rester sans emploi et attendre le versement d'aide sociale plutôt que de travailler. Je vais maintenant vous présenter donc, quelques résultats par rapport aux pratiques professionnelles. Justement, ce que nous montrons dans le cadre de notre étude, c'est que les professionnels procèdent à un travail de conformation, et cette conformation passe par le corps et l'apparence physique des jeunes. C'est-à-dire que les professionnels travaillent avec les jeunes dans un contexte d'institution familière au sens de Yasmine Ciblot, c'est-à-dire qu'ils mettent en place du tutoiement, des rencontres régulières plusieurs fois par semaine. On peut aussi passer sans rendez-vous, etc. Les jeunes partagent des activités de loisirs avec les personnes qui les accompagnent. Et donc le fait de fonctionner comme une institution familière avec de la proximité va autoriser plus facilement, permet de faire passer des contenus visant la transformation de l'apparence physique des jeunes, aussi bien concernant leurs attributs, les vêtements, les accessoires, mais aussi les attitudes corporelles, pour répondre aux attentes que les professionnels supposent chez les employeurs. Par exemple, j'ai pu participer à une série d'ateliers socio-esthétiques, musculation, théâtre, yoga, et notamment un atelier de coaching en images qui dure 2h30 et où la coach en images insiste lourdement sur la place de la première impression. On parle de colorimétrie, quels vêtements choisir, quelle couleur choisir, et même à la fin, j'ai pu observer donc, des conseils par rapport à la morphologie aussi également. Et donc, tous ces ateliers, tous ces conseils donnés sur l'apparence physique et le corps, ça revient quand même à légitimer la place du corps dans le processus de recrutement, et donc, par conséquent, ça légitime d'éventuelles pratiques discriminatoires.
Tous ces éléments reviennent à psychologiser la recherche d'emploi au sens de Sophie Divet, c'est-à-dire relier l'exclusion à des facteurs et pratiques individuels comme la motivation, la persévérance dans l'envoi de candidature, le comportement du jeune salarié en entreprise ou encore son apparence physique, mais ne remettre jamais en cause les facteurs externes comme les discriminations, le processus de recrutement des organisations, les conditions de travail, etc. Je vais terminer sur une dernière partie de résultats. Donc, il faut savoir que ces représentations donc sur les jeunes et les pratiques ne sont pas uniformément partagées par tous les professionnels. L'analyse montre que leur biographie sociale influence leur représentation et leurs pratiques professionnelles. On va avoir un premier groupe de professionnels, eux qui sont plutôt issus de classes populaires stabilisées, dont les parents ont toujours travaillé ou ont une carrière continue, et qui ont également toujours travaillé dans l'intervention sociale après leurs études, qui vont toujours insister sur la conformation des jeunes, le respect des règles de vie, le respect de l'autorité. Et donc ce type de profil va plutôt avoir une attitude défavorable à l'égard des jeunes accompagnés. C'est un profil qui est majoritaire dans notre étude, et on a une autre partie de professionnels qui est plus minoritaire, où là ce sont des personnes qui sont plutôt reconverties après plusieurs années à travailler par exemple dans le commerce. Ce sont aussi également des personnes qui ont expérimenté elles-mêmes le chômage ou qui ont reçu également des aides à certains moments. Et donc ces professionnels mettent en avant la problématique de l'offre d'emploi. Ils expliquent aussi que les offres d'emploi sont rares, que les contrats obtenus par les jeunes sont précaires ou alors trop éloignés géographiquement. Et ils vont plutôt avoir une attitude favorable à l'égard des jeunes accompagnés. Ils estiment également qu'un travail de sensibilisation des employeurs et plus globalement un travail sur le contexte était à réaliser, mais cependant, peu d'entre eux sont quand même en contact quotidien avec les employeurs et recruteurs. En guise de conclusion, donc, toutes ces représentations que nous venons de renseigner laissent envisager que ces pratiques d'accompagnement à la recherche d'emploi produisent ou participent d'une reproduction des inégalités, puisque les professionnels, dès lors qu'ils vont être face ou prendre en charge des mauvais jeunes selon leur propre définition et représentation, le stigmate va s'activer et donc vont moins s'engager dans la prise en charge du jeune. Et on observe que la plupart du temps, ces jeunes qui sont moins dotés obtiennent des contrats précaires. Enfin, cette étude apporte plusieurs éléments. Donc, premièrement, à la fin du rapport, nous proposons une série de préconisations afin de lutter contre les discriminations. Donc, je pourrais, pareil, revenir dessus durant les échanges avec la salle. Et ça permet aussi le fait que je sois restée pendant 4 ans sur ce dispositif, être en quotidien avec les jeunes au sein des ateliers, avec les professionnels, d'apporter une approche différente en termes de méthodologie par rapport aux études, par exemple, par testing. Et enfin, ça permet également d'apporter des données complémentaires en sociologie de l'emploi et au niveau de la conception également des politiques publiques. Je vous remercie de votre attention et je serai ravie de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Je vais passer la parole sans plus attendre à la deuxième équipe, donc composée de Thomas Kiersbaum, sociologue, chercheur associé au Centre d'études et de recherche administrative à Lille, et Régis Cortesero, aussi sociologue, chercheur associé au laboratoire Profession Architecture Ville Environnement de l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage à Bordeaux. Je vous donne les 2 micros, comme ça c'est plus simple. Merci. Bonjour à tous. Alors, nous allons présenter une recherche qui a été donc conduite dans le cadre de ce programme, qui a porté sur les représentations des professionnels de l'accompagnement des jeunes dans les QPV face au phénomène du développement du travail ubérisé, c'est-à-dire très concrètement ce que tout le monde connaît, livreur à vélo, livreur à 2 roues et VTC. On a d'emblée décidé de travailler sur la question, sur l'aire géographique des QPV. D'abord parce que, bien évidemment, il y a un rapprochement qui est fait dans le discours public
et politique entre travail ubérisé et QPV, mais que ce rapprochement avait une vraisemblance assez forte, et la littérature, en fait, notamment la littérature internationale, montre pas qu'il y a une surconcentration dans les QPV, parce que ça c'est une spécificité française, mais nous montre en réalité qu'il y a une surconcentration dans ces activités de minorités migrantes, essentiellement deux profils. Les primo-migrants qui sont en difficulté parce qu'ils viennent d'arriver en fait, et qui ont des difficultés avec la langue, qui ont des difficultés avec leur situation administrative, etc. Parce que les plateformes leur donnent des solutions clés en main et immédiates pour accéder à un revenu. Premier profil. Et deuxième profil, c'est plutôt les migrants installés depuis plus longtemps, descendants, voilà, qui vont utiliser ces plateformes comme une façon de contourner les discriminations dont ils sont victimes sur le marché du travail ordinaire. La France est un pays où on a territorialisé ces questions. Évidemment, c'est les QPV, du coup, qui sont la meilleure entrée pour approcher ces problématiques. Et on vous montrera un peu plus tard comment on a des données statistiques qui donnent du poids à cette hypothèse qu'il y a une surconcentration du phénomène dans les QPV. Alors, essentiellement, on s'est posé la question de savoir quel était l'impact de l'émergence de ces formes de travail sur les professionnels de l'insertion. Leur représentation, leur pratique, comment ils réagissent, qu'est-ce qu'ils en disent, comment y adaptent-ils leur pratique. On a travaillé sur deux catégories de professionnels. Une première catégorie qui correspond au fond au canal historique des professionnels de l'insertion, qui sont ceux traditionnellement attachés à la politique de la ville, et notamment le réseau des missions locales, qui sont en quelque sorte des généralistes de l'insertion. Et une deuxième catégorie qui sont ceux qui sont spécialisés dans l'accompagnement de projets entrepreneuriaux, et qui sont d'apparition plus récente, qui sont... Ces professions étant contemporaines de l'émergence et la montée en force de la promotion de l'entrepreneuriat dans les quartiers. Alors, quelques éléments de méthodologie. On s'est appuyé sur trois choses. D'abord, une revue de littérature. Une revue de littérature notamment parce que la littérature francophone est relativement n'était pas très développée au moment où on a commencé, même si elle a continué à s'étoffer pendant notre recherche, et que en revanche, il existe une littérature anglophone qui est très, très, très étendue. Et donc, on a voulu se donner une représentation de des propositions d'analyse et des propositions théoriques et des constats qui étaient proposés dans cette littérature. Donc, une partie de notre rapport est consacrée à ça. Si vous avez envie d'en savoir plus, nous vous invitons à le consulter. On ne va pas évidemment faire un condensé là dans le temps qui nous est imparti. Un deuxième volet qui est une analyse statistique que nous avons menée en croisant les données du répertoire Sirène, les données des créations d'entreprises, avec les données géocalisées du recensement. Et là, ce qui nous a intéressé dans cette analyse statistique, c'était de caractériser les territoires où les entreprises relevant des domaines où le travail ubérisé est le plus fréquent. Il y a des codes spécifiques qui permettent de l'identifier. Caractériser les quartiers où ces activités étaient les plus concentrées. Voilà. Et enfin, le cœur de notre enquête qui a consisté en entretien qualitatif avec plus de 35 professionnels, donc des deux horizons que j'ai cités, et également de professionnels de niveau national, c'est-à-dire des professionnels qui sont dans les directions nationales des réseaux qui nous ont intéressés, et quelques... voilà. Alors, deux mots quand même de cette revue de littérature. Qu'est-ce qu'elle nous a appris ? L'un des éléments importants, c'est dans la caractérisation du travail ubérisé lui-même, qui est en fait essentiellement hybride, c'est-à-dire que c'est un mix d'entrepreneuriat et de salariat.
Et ça nous a conduit à travailler principalement sur deux grandes questions dans notre recherche. La première est de savoir comment les cultures professionnelles et les pratiques des professionnels s'adaptent à cet objet hybride. Au fond, ça ne va pas de soi, puisque leurs objets de travail ordinaires, c'est soit le salariat, soit l'entrepreneuriat. Donc comment ils se débrouillent de cet objet professionnel non identifié, en quelque sorte. Ça, c'est la première grande question. Et la deuxième question, qui en fait était notre question de départ, alors notre question de départ est très proche de ce qui vient de nous être exposé sur la question des représentations classiques des professionnels de l'insertion, qui sont largement articulées autour de la question de l'employabilité. Et les deux dispositifs qu'ils mettent en œuvre sont très largement des dispositifs de soutien, de développement de l'employabilité. Or, le travail ubérisé nous semblait constituer un paradoxe qui s'imposait à ces professionnels, parce que précisément, là, on a des jeunes qui, de manière autonome, sans avoir suivi spécialement de parcours de développement de leur employabilité, accédaient à l'emploi, accédaient au travail, et y accédaient visiblement plutôt bien. Donc, quoi faire de ça? C'était un peu notre question de départ. Voilà. Donc, la seconde question qui va nous occuper, c'est celle d'essayer de comprendre comment se réagencent dans les représentations des professionnels ces catégories d'employabilité, catégories de discrimination également. Voilà. Alors, première question, celle de cette hybridité. Alors, le constat, et ça on ne sera pas très surpris, le constat général, c'est que cette hybridité du travail ubérisé place les professionnalités en crise. Effectivement, c'est un objet extérieur aux catégories de compréhension et d'action dont disposent les professionnels. Alors, pour aller un peu plus loin, il faut commencer par dresser le constat que ces deux catégories de professionnels relèvent vraiment de deux mondes assez distincts, autant en termes de représentation que de pratiques professionnelles, et que, du même coup, la façon dont ils vont réagir à l'émergence de ces publics ne seront pas tout à fait pareils, même si, on le verra, il y a beaucoup de points communs. Le monde des généralistes de l'insertion, c'est le monde qui hérite en quelque sorte du modèle du compromis social d'après-guerre et du contrat de travail consolidé, du salariat, comme le grand intégrateur social, comme le grand pourvoyeur d'identité, et donc comme l'objectif prioritaire de tout travail d'insertion. Ce qui est valorisé là, c'est le contrat de travail comme source de protection et fondement d'une forme de citoyenneté sociale et économique. Les professionnels qui sont engagés dans l'accompagnement à l'entrepreneuriat sont porteurs d'un référentiel relativement différent, voire opposé, qui lui émerge plus tard, notamment avec le tournant, avec l'apparition d'un référentiel néolibéral dans les politiques publiques. Et c'est un référentiel qui va placer en son centre non plus le statut, mais l'individu lui-même, l'individu porteur de projet, l'individu porteur d'un projet d'épanouissement personnel, porteur de créativité, etc. Et qui va associer l'entrepreneuriat à un vecteur de développement de cette individualité, de cette créativité. Alors c'est aussi un univers qui se préoccupe de la question de la citoyenneté et qui va considérer que l'entrepreneuriat est profitable à tous, particulièrement dans les quartiers politiques de la ville, où il serait un facteur d'enrichissement collectif et de dynamisme, voilà, parce qu'il permet d'apporter des opportunités. Par exemple, il ouvre des opportunités d'emploi et il permet aussi de proposer aux jeunes des figures d'identification positives, des figures de réussite issues du quartier. Voilà. Donc il y a une dimension citoyenne dans le fait même d'entreprendre. Voilà. Alors, le rapport de ces professionnels au travail ubérisé, à un premier niveau, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est vigoureusement rejeté par les deux univers,
même si dans l'univers des accompagnateurs à l'entrepreneuriat, il y a quelques acteurs qui soit s'en accommodent, soit dans certains cas le valorisent, mais ça reste plutôt marginal. Le travail ubérisé est assez massivement rejeté. Rejeté déjà tout simplement parce qu'il ne relève d'aucun des deux référentiels, si vous voulez. Il ne relève pas du salariat, et les professionnels, les généralistes de l'accompagnement vont le considérer comme un salariat déguisé en quelque sorte, c'est-à-dire en mettant en avant ce qu'on connaît tous, hein, c'est-à-dire la dépendance aux plateformes, le contrôle de l'activité, autant de traits qui normalement se retrouvent dans le salariat, mais qui là sont où là les coûts sont externalisés en obligeant le travailleur à travailler en indépendant. Et concernant le monde de l'entrepreneuriat, on va considérer ça comme un entrepreneuriat dévoyé, une sorte de sous-entrepreneuriat, parce que animé par aucun projet personnel, par aucune vocation entrepreneuriale, et essentiellement relevant d'une logique de survie. C'est une sorte d'entrepreneuriat contraint, un entrepreneuriat de la misère. Et également, les professionnels de l'entrepreneuriat pointent aussi la dimension d'exploitation. C'est-à-dire que si l'entrepreneuriat est quelque chose de citoyen, c'est-à-dire permet d'enrichir le plus grand nombre, là, c'est pas le cas. Parce que les plateformes exploitent les jeunes. Donc voilà, il n'y a pas l'équité qui est revendiquée dans cet univers. Mais les professionnels sont confrontés à un paradoxe, et c'est ça qui, au fond, va mettre en crise leur professionnalité, c'est que même s'il apparaît illégitime dans chacun des deux univers, cet objet participe également des deux, c'est-à-dire qu'il comporte des traits du salariat et il comporte des traits de l'entrepreneuriat. Excusez-moi, je n'arrive pas à lire. Oui. Oui. Gravement. Oui, c'est quand même un peu de l'entrepreneuriat et c'est quand même un peu du salariat. C'est un peu de l'entrepreneuriat parce que le travail sur plateforme peut aussi s'apparenter à l'expression d'un désir de réalisation personnelle, notamment un désir d'autonomie, d'indépendance, d'arrachement au quartier, d'arrachement à sa condition. C'est aussi un peu du salariat, notamment parce que le travail sur plateforme manifeste une éthique du travail. C'est-à-dire, il faut aller travailler, il faut faire ses heures, etc. Et plus prosaïquement et plus pragmatiquement, c'est la seule solution qui s'ouvre à ceux pour lesquels le salariat n'offre pas de solution véritable, en fait. Voilà. Et du coup, les professionnels eux-mêmes se retrouvent dans une situation d'entre-deux, dans une situation d'ambivalence. C'est-à-dire il faut rejeter l'ubérisation, mais en même temps ça a du bon. Et l'essentiel de leur discours, en fait, prend cette forme circulaire, c'est-à-dire qu'ils ne cessent de dire la chose et son contraire d'une certaine manière. Et la forme langagière de ça, c'est le c'est vrai que, mais c'est vrai aussi que, si vous voulez. Voilà. Et donc, au fond, on a affaire à des professionnels qui, d'une certaine manière, sont assez désorientés et n'arrivent pas à stabiliser une position forte ou une position voilà, face à cet objet, et donc à construire une attitude face à cet objet. Alors, en termes de conséquences sur le travail d'accompagnement, quelques observations rapides. La première, c'est que cette situation conduit à un éloignement des publics. Alors, pour une raison, d'abord, une première raison extrêmement simple, c'est que les dispositifs ne sont pas faits pour ça. C'est-à-dire que c'est des publics qui n'entrent pas dans les cases. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dispositif, il n'y a pas de pratique professionnelle usuelle et routinisée qui leur soit véritablement adaptée. Donc, soit les dispositifs fuient, les publics le savent d'une certaine manière et tout simplement n'entrent pas en contact avec les professionnels, soit les professionnels n'ont pas grand-chose à leur apporter. Et alors, bon, par exemple, pour les professionnels... Alors,
Donc voilà, d'abord un éloignement des publics, voire parfois une invisibilisation des publics. Ça peut aller très loin, c'est-à-dire que sur un des quartiers où nous avons enquêté, le chargé de mission à l'insertion des jeunes nous assurait qu'il n'y avait pas, le phénomène de l'ubérisation n'existait pas dans son quartier. Or, les données statistiques géolocalisées qu'on avait montraient que c'était un quartier qui était plutôt dans la moyenne haute en termes de concentration d'entreprises ubérisées. Voilà. Donc invisibilité, ni plus ni moins. Ensuite, les deux catégories de professionnels ne sont pas affectés de la même manière dans leur pratique. Les généralistes de l'insertion, au fond, ne côtoient pas ou très peu ces jeunes, et quand ces jeunes viennent les voir, ils estiment que ça relève de l'entrepreneuriat, et ils délèguent le travail, ils réorientent vers des dispositifs qui sont spécialisés sur les questions d'entrepreneuriat. Pour ceux qui font de l'accompagnement à l'entrepreneuriat, les choses sont légèrement différentes. Notamment parce que certains d'entre eux ont une offre, malgré tout, qui est une offre qui relève d'un dispositif national, qui est une offre de microcrédit qui permet aux jeunes voilà, d'investir pour avoir un véhicule ou un scooter. Donc ils ont une petite bribe d'accompagnement, ce qui fait qu'ils se retrouvent en lien. Seulement ce lien échappe à leur cadre d'intervention, par ailleurs. Pour ces professionnels, cette forme d'entrepreneuriat n'est pas du vrai entrepreneuriat, entre guillemets, et il échappe à leurs outils d'intervention. Par exemple, l'un d'eux nous disait « je ne vais quand même pas leur apprendre à faire une étude de marché ». Ben oui, forcément, c'est la plateforme qui apporte le client. Voilà. Ce qui fait que quand accompagnement il ne relève pas d'une professionnalité, mais il relève tout simplement parce que la professionnalité disponible n'a pas de réponse à la question posée par ces jeunes, mais en fait il relève plutôt de la personne, de son empathie, de son bon sens, de son envie d'eux, etc., etc. Donc juste pour conclure cette première partie, qu'est-ce qu'on voit au final? Qu'on a des jeunes qui tombent dans un double angle mort, un angle mort de l'action publique pour commencer, et ensuite un angle mort de la professionnalité elle-même, parce que les professionnalités en présence n'ont pas d'outils pour prendre en charge les problèmes que rencontrent ces jeunes. Et je passe la parole à Thomas. Merci Régis. Bon, ça c'était l'introduction de notre recherche. Alors, donc, je vais maintenant vous présenter quelques résultats du volet statistique de ce travail que l'on a conduit pour cette partie-là avec l'aide de Hugo Botton, qui est doctorant au Compass et qui s'est illustré récemment par des travaux sur la question scolaire. Et donc l'objectif pour nous, c'était d'essayer de prendre la mesure de ce phénomène de l'ubérisation dans les QPV, comme l'a dit Régis, en exploitant des données de la base Sirène. Alors, au 1er janvier 2022, on a en France 230 000 personnes qui travaillent pour des plateformes numériques, soit en tant que chauffeur VTC, soit en tant que livreur en deux roues. Et pour les livreurs, qui représentent le volume le plus important de cette masse de travailleurs, 180 000 livreurs, eh bien, ce qu'on observe, c'est que 1 sur 4 réside dans un QPV. Or, dans la population en emploi général, on a seulement 5% des gens qui sont en emploi qui résident en QPV. Donc vous voyez tout de suite l'écart très considérable, puisqu'on a une surreprésentation de 5, on peut dire comme ça, de livreurs qui résident en QPV. C'est pratiquement la même chose pour les chauffeurs VTC. Donc on a 50 000 chauffeurs en activité et près d'1 sur 5 vit dans un QPV. Alors, évidemment, il y a des variations importantes d'un quartier à l'autre. On a trouvé par exemple un quartier à Saint-Herblain, dans la banlieue de Nantes, qui compte un livreur pour 3 travailleurs, pour 3 personnes en emploi, ce qui est absolument énorme. Et on peut aller un petit peu plus loin, parce que si on veut vraiment produire une image rigoureuse de l'importance prise par ce type d'emploi dans les QPV, eh bien, il faut surtout se concentrer sur la population masculine en emploi et pas seulement sur la population active en général. En effet, on a toute une série de travaux aujourd'hui qui montrent de façon claire, et puis je pense que vous l'avez tous observé en commandant un repas ou en prenant un taxi, effectivement, on a une écrasante majorité d'hommes ou de jeunes hommes qui occupent ce type d'emploi
de l'ordre de plus de 90%. Alors, au sein de cette population masculine, la part des moins de 25 ans, elle a été compliquée à appréhender. On a regardé un peu... On ne pouvait pas, sur la base de nos données sirènes, obtenir ce résultat. Donc, on a regardé d'autres études qui montrent qu'elle est très significative pour les livreurs en 2 roues, avec des estimations assez variables d'une étude à l'autre. Et elle est quand même moins nette pour les chauffeurs VTC, dont la moyenne d'âge est quand même assez nettement plus élevée que celle de 25 ans. Alors, au-delà des volumes de travailleurs de plateforme qui résident en QPV, il nous a semblé intéressant de regarder également quelles étaient les caractéristiques des quartiers dans lesquels ils résident, puisque la catégorie QPV, ce n'est pas du tout une catégorie homogène. Donc on a passé en revue toute une série de variables, et puis on a essayé de mesurer, toutes choses égales par ailleurs, à quel type de quartier était le plus souvent associé une forte surreprésentation de ce type de travailleurs. Je précise qu'on a fait l'exercice que pour les livreurs et pas pour les chauffeurs VTC. Alors pour les livreurs, qu'est-ce que ça donne ? La plus forte corrélation qu'on a trouvée, c'est avec la proportion d'immigrés dans un quartier. Plus il y a d'immigrés, plus on va trouver de livreurs. Et la deuxième corrélation, on l'a établie avec le taux de pauvreté dans ces quartiers. Plus il y a de pauvres, plus on va trouver de livreurs. Et donc, on a là un résultat qui valide quand même assez fortement, enfin qui vient étayer l'hypothèse que ce type d'activité a un caractère fortement racisé, on pourrait dire, au moins pour les livreurs, mais il nous a semblé que le raisonnement peut être étendu aux chauffeurs VTC, et ce en quoi d'ailleurs on rejoint d'autres analyses, comme celle de Sophie Bernard, qui, durant la production de notre recherche, la réalisation de notre recherche, a publié son ouvrage « Uber usé », avec comme sous-titre Capitalisme racial et plateforme, ou quelque chose comme ça. Donc pour ceux qui ne seraient pas familiers de cette notion de capitalisme racial, qui vient quand même de pays anglophones, ça renvoie simplement à l'idée que de manière structurelle, dans l'organisation de nos marchés du travail, eh bien, les emplois les plus subalternes sont occupés de façon massive par des populations racisées. Et du coup, nos résultats posent bien évidemment la question des discriminations sur le marché du travail et des liens entre ces phénomènes discriminatoires et le phénomène de l'ubérisation. Alors, nous, notre hypothèse, et c'est celle-ci qu'on a soumise aux professionnels que l'on a interrogés, c'est que les gens qui choisissent de rentrer dans ce type d'activité, en fait, ils font un arbitrage. Ils se demandent, est-ce que j'ai plutôt intérêt à aller du côté du salariat, à trouver un emploi sur le marché du travail classique, ou bien à prendre un statut d'auto-entrepreneur et de me mettre à mon compte. Sachant que là, il y a probablement aussi on doit affiner les choses selon que l'on songe aux livreurs, où on va trouver quand même davantage de primo-migrants, donc qui ont des difficultés spécifiques de maîtrise de la langue, Régis l'a dit tout à l'heure, de barrières légales pour entrer sur le marché du travail. Alors que chez les chauffeurs VTC, on va plutôt avoir affaire à des descendants de l'immigration, donc des gens qui sont nés sur le territoire, et qui, pour le coup, on peut considérer qu'ils ont tendance à aller du côté des métiers ubérisés, justement, pour éviter de se retrouver dans ces positions subalternes que j'évoquais tout à l'heure. Alors donc, on a interrogé les professionnels de l'insertion et de l'entrepreneuriat sur cette hypothèse, et ici, la ligne de clivage, c'est pas entre d'un côté les acteurs de l'insertion, acteurs et actrices, et de l'autre côté celles et ceux qui travaillent sur l'accompagnement vers l'entrepreneuriat. L'opposition, elle s'opère plutôt entre deux lectures des difficultés d'accès, pardonnez-moi, des jeunes des QPV à l'emploi. De façon schématique, on a un premier paradigme, on pourrait dire, qui veut que ces difficultés s'expliquent avant tout par un déficit d'employabilité de cette population. Versus une autre lecture concurrente, je ne dirais pas complémentaire, parce qu'il ne me semble pas qu'on peut adopter simultanément les deux visions de la question. L'autre lecture, c'est celle des discriminations. C'est-à-dire que s'il y a des difficultés d'accès au marché du travail de ce public, ça renvoie d'abord aux pratiques,
aux biais discriminatoires des recruteurs et d'ailleurs aussi des intermédiaires de l'emploi qui, ça a été montré depuis longtemps, de façon systémique, produisent aussi ce type de discrimination, et c'est ce que vous avez dit dans votre partie. Alors, cette lecture en termes d'employabilité, je ne vais pas redévelopper tout ce que vous avez dit parce que nos résultats sont absolument cohérents avec les vôtres. Ça renvoie non seulement à des déficits en termes de titres scolaires, de qualifications objectivables par des titres scolaires, mais par toutes ces notions qui renvoient à des compétences qui relèvent de ce qu'on appelle le savoir-être. Je ne reviens pas là-dessus, sinon pour souligner que la littérature, depuis déjà un certain temps, a montré en quoi cette vision de la jeunesse des quartiers populaires en termes de manque de savoir-être, renvoyait finalement une vision extrêmement stéréotypée de cette jeunesse, pour ne pas dire essentialisante. Alors, comment les professionnels, eux, se situent dans ce débat tel qu'on le pose, entre d'un côté la lecture en termes d'employabilité, de l'autre côté la lecture en termes de discrimination? Alors, on a une partie des professionnels que l'on a interrogés qui souscrivent pleinement à la lecture en termes d'employabilité, sans beaucoup de nuances, mais, et c'est un résultat qui nous a quand même surpris, on a une grande majorité de celles et ceux que l'on a interrogés qui n'adhèrent pas ou pas pleinement à cette lecture en termes de déficit d'employabilité de ce type de public. Et par parenthèse, c'est l'interprétation qu'on a faite, ça renvoie aussi à une lecture plus générale qui est assez largement diffusée, notamment chez les professionnels de la politique de la ville, consistant à dire ces quartiers ont aussi des ressources, et pas seulement des handicaps, des déficits. Et donc on a toute une partie de ces professionnels qui se retrouvent dans cette grille de lecture. Alors pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils nient qu'il y a des problèmes de soft skills, d'adaptation, de maîtrise des codes, etc. Mais majoritairement, ils relativisent, ils prennent leur distance avec un paradigme qui est central dans les politiques qu'ils doivent mettre en œuvre. Donc ils sont un peu en porte-à-faux avec ce qu'on leur demande de faire. Et ils considèrent que cette jeunesse a des ressources, a des capacités, a des compétences, et que s'ils ne trouvent pas du travail, c'est quand même en grande partie du fait des biais discriminatoires du côté des recruteurs. En même temps, ils n'adhèrent pas complètement au paradigme des discriminations. Donc ils sont là aussi un petit peu mal à l'aise. En fait, ils oscillent en permanence entre les deux lectures. C'est-à-dire, parfois d'une phrase à l'autre. C'est-à-dire, oui, c'est vrai qu'il y a des discriminations, mais c'est vrai aussi que beaucoup de ces jeunes n'ont pas les savoir-être. Bon, alors... c'est quand même difficile ensuite de construire une politique publique quand on postule deux phénomènes ou qu'on fait deux constats qui sont aussi contradictoires. Alors, on a ensuite demandé aux professionnels, les jeunes qui se livrent à ces activités ubérisées, vous pensez que c'est à cause de leur manque de qualification qui se retrouvent dans ce type de poste, ou est-ce que vous pensez que c'est parce qu'ils sont refoulés du marché du travail ordinaire, notamment à cause des discriminations? Et là, quelle n'a pas été notre surprise, unanimité totale de toutes les personnes que l'on a interrogées, ils nous ont tous dit « mais bien sûr, ils ont plein de compétences ». Et donc on a une liste, dans notre rapport, l'endurance, la résistance au stress, la ponctualité, la patience, le sens de l'accueil, de la relation, du respect, la souplesse, l'autonomie, le sens des responsabilités, de l'effort, etc. Bon, c'est quand même étrange d'être dans ce paradoxe que d'un côté, on reconnaît que ces jeunes ont plein de compétences, et donc on contredit d'une certaine façon la présomption d'inemployabilité qui pèse sur ces jeunes, mais de l'autre côté, on n'adhère pas complètement à une lecture en termes de discrimination. Alors une partie de ceux qu'on a enquêtés n'excluent pas la corrélation possible entre le choix de l'auto-entrepreneuriat et les discriminations, ce qui est d'ailleurs éclairé par quelques travaux récents en France, qui montrent que parmi les motivations pour devenir entrepreneur, c'est bien une manière de contourner les discriminations, mais en même temps, la position, là, pour le coup, très majoritaire de ceux et celles que l'on a interrogés, c'est que, en fait, les discriminations, ils ne les voient pas, et les jeunes ne leur en parlent pas, ou très peu, et que
même s'ils reconnaissent l'existence du phénomène, ils n'ont pas d'outils pour les combattre. Donc les seuls outils que ces acteurs et actrices ont à leur disposition, c'est les outils traditionnels de l'accompagnement, c'est-à-dire d'un côté ceux qui essayent de pousser certains de ces jeunes vers le vrai entrepreneuriat, mais Régis l'a dit, comme il s'agit d'entrepreneurs sans vocation, comme on les a appelés, du coup, rapidement, on atteint les limites de l'accompagnement. Et puis du côté des opérateurs de l'insertion, ils auraient envie de conduire ces jeunes vers le vrai salariat, mais qu'est-ce qu'ils leur proposent? Déjà, ils ne les voient pas. Régis l'a dit, c'est une population d'invisibles. Et même quand ils les voient, qu'est-ce qu'ils ont à leur proposer? Un véritable parcours du combattant qui fait qu'on multiplie les requis, les prérequis pour pouvoir accéder à l'emploi. Or, ces jeunes, ce qu'ils veulent, c'est gagner leur vie et rapidement. Et d'ailleurs, on avait commencé à interroger des chauffeurs VTC, et puis entre-temps, le bouquin de Sophie Bernard est sorti, donc on a un peu laissé tomber, et puis surtout, on s'est rendu compte qu'on avait du mal, de manière aléatoire, à tomber sur des jeunes. Mais moi, j'ai fait 4 entretiens avec des chauffeurs. Ils n'ont pas du tout la même vision que les professionnels de ce type d'emploi. Dans l'ensemble, ils sont plutôt positifs. Voilà. Donc, en conclusion, une vraie conclusion, finalement, il nous semble que mobiliser soit les outils de l'insertion traditionnelle, soit les outils de l'accompagnement vers l'entrepreneuriat, ça ne peut pas vraiment fonctionner avec ce public. Et qu'en réalité, si on veut, plutôt que d'essayer à toute force de les arracher aux métiers ubérisés, l'enjeu, nous semble-t-il, c'est plutôt de changer les conditions de travail au sein des plateformes. Mais vous voyez bien, et là j'enfonce une porte ouverte, que c'est bien au-delà des possibilités des professionnels de terrain que vous êtes, je suppose, dans cette assemblée, et que ça renvoie avant tout à des choix politiques, à une volonté politique non seulement nationale mais européenne. Et de ce point de vue, je ne peux pas m'empêcher de devoir déplorer que récemment, le projet de la Commission européenne de renforcer les protections qui entourent ces travailleurs et, sous certaines conditions, de requalifier certains de ces emplois en salariat, le gouvernement français s'y est opposé. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. Nous allons désormais entendre nos deux discutantes. Donc le rôle de la discussion, ça va être d'entamer un peu les échanges, d'offrir une perspective sur ces travaux à partir de leurs propres recherches. Et donc j'accueille sur scène Julie Couronné et Marie Trespeuch. Bienvenue à vous. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de discuter votre rapport. Alors le sujet de ce rapport qui consiste à analyser les représentations des professionnels à travers un dispositif d'insertion est un sujet important. C'est un sujet important d'abord car, comme vous l'avez précisé, on a eu tendance souvent à se focaliser sur les jeunes qui entrent dans ces dispositifs et dont on connaît maintenant les caractéristiques qui sont très largement renseignées dans la littérature sociologique. En point d'introduction, je tiens à vous dire que les résultats de vos travaux renvoie très largement à ce que j'ai pu moi-même observer sur mes propres terrains, la manière dont les professionnels vont projeter leur propre représentation sociale, leur propre représentation du monde sur les jeunes qu'ils accompagnent, le rôle de socialisation très fort des dispositifs d'insertion, notamment sur les corps et l'apparence vestimentaire. Comme vous, j'ai également constaté une tendance de la part des professionnels de l'insertion à psychologiser les difficultés d'insertion exprimées par les jeunes, et pas que des difficultés exprimées d'ailleurs, mais vécues. Donc c'est toujours rassurant de constater des résultats similaires d'une enquête à une autre, car cela confirme bien l'idée qu'il y a des processus sociaux à l'œuvre dans ces dispositifs d'insertion qui produisent de l'accompagnement et que ça ne se joue pas qu'à l'échelle du terrain sur lequel on enquête au moment où on réalise le terrain. Alors le sujet que vous traitez est d'autant plus important car il donne à voir des représentations globalement très négatives à l'égard des jeunes de la part d'une partie
des professionnels qui les accompagnent au quotidien, mais également de la part d'une partie des personnes qui vont concevoir ces dispositifs. Et donc votre recherche rend compte de toute une série de jugements de valeur assez durs, et les intervenants apparaissent pour certains comme n'étant pas du côté des jeunes, ou très peu, alors qu'on s'attend à ce qu'ils soient au contraire du côté des jeunes. Et une partie de ces professionnels, vous le montrez bien, sont peu en capacité finalement de se mettre à la place des jeunes. Ils apparaissent peu en capacité de recontextualiser leur parcours et leurs difficultés d'insertion. C'est drôle parce que vous avez parlé d'un extrait d'entretien, alors qu'il y a plusieurs extraits d'entretien dans votre rapport, et c'est le même extrait d'entretien que je reprends, et je tiens à le signaler parce que voilà, il est assez révélateur d'un discours ambiant que l'on porte sur les jeunes et la manière dont ils perçoivent les aides sociales. Donc je cite cet entretien. Les jeunes qui attendent le RSA, les jeunes qui préfèrent rester à la maison parce que quand ils font le calcul, monétairement parlant, ils vont perdre à retrouver une activité. Cet extrait d'entretien, j'ai l'impression que je l'ai moi-même entendu en entretien, mais il est symptomatique parce qu'il fait apparaître un décalage assez saisissant entre ce que l'on sait des jeunes, des classes populaires notamment, et des classes populaires les plus précarisées, ce que l'on sait de leur rapport à l'accompagnement, aux aides sociales, au travail et à l'emploi. Il y a ce décalage entre ce qu'on sait des jeunes et les jugements quotidiens émis par les professionnels qui les accompagnent. Une grande partie des enquêtes de terrain que j'ai menées auprès de ces jeunes qui rentrent dans ces dispositifs montrent le contraire, montrent le coût symbolique pour ces jeunes de dépendre des aides sociales. Et les jeunes des classes populaires les plus précarisées, notamment, aspirent à avoir une vie comme les autres, aspirent à être de conditions de la classe moyenne, aspirent à intégrer la société des semblables, pour reprendre les mots de Robert Castel. Et surtout, ils aspirent à vivre de leurs revenus issus du travail. Alors votre recherche, elle montre habilement le travail de socialisation opéré par les professionnels auprès des jeunes afin qu'ils deviennent conformes aux attentes des professionnels perçues par les professionnels, les attentes des recruteurs. Et ce travail de socialisation, il est propre à tous les dispositifs d'accompagnement, quels qu'ils soient, que j'ai pu observer. Et c'est assez intéressant parce qu'il se joue beaucoup, comme vous l'avez montré, sur l'apparence physique et la tenue des corps et les codes vestimentaires. Alors vous mettez en évidence de manière assez classique, mais néanmoins essentielle, des différences de perception qui vont entraîner des différences de traitement entre celles et ceux que les professionnels vont catégoriser comme étant les bons jeunes. Alors un bon jeune, c'est quoi ? Dans les représentations des professionnels, enfin d'une partie des professionnels, ce sont les méritants, les motivés, ceux et celles qui sont soutenus par leurs parents. Et de l'autre côté, en opposition à ces bons jeunes, on a une autre catégorie, les mauvais jeunes. Et ceux-là, ce seraient les démotivés, les profiteurs, les jeunes roumains qui sont perçus comme des roublards, les menaçants ou encore les délinquants. Alors la question que vous posez finalement, et que vous explorez, c'est comment expliquer ces jugements négatifs de la part d'une partie des professionnels, ces jugements parfois stéréotypés. Alors la perception de ces professionnels, c'est ce que vous démontrez, elle se construit au regard de leur biographie, de leur propre expérience, de leur trajectoire professionnelle, de leur formation et de leurs conditions sociales. Votre recherche apporte des éléments importants pour comprendre ou resituer le discours des professionnels à l'égard des jeunes, et vous montrez justement que la relation d'accompagnement, c'est avant tout une relation sociale, une relation entre une personne qui accompagne et une personne qui est accompagnée, entre une personne qui va apporter son aide et qui est souvent rémunérée pour le faire, et une personne qui demande de l'aide. Et donc, dès le départ, la relation d'accompagnement, c'est une relation asymétrique. Et il s'agit de considérer, à mon sens, en tout cas c'est ce que je défends dans mes travaux, l'accompagnement comme une relation entre deux conditions sociales, entre la condition sociale du jeune et la condition sociale de la personne qui accompagne. Et c'est là
qu'on voit des décalages entre ce que les professionnels projettent et les attentes des jeunes. Alors d'un point de vue sociologique, on sait globalement qui sont ces jeunes qui intègrent les dispositifs d'insertion. Ce sont des jeunes issus des franges précarisées des classes populaires, pour une partie de conditions migrantes ou issues de l'immigration, faiblement ou pas diplômés, qui sont sortis du système scolaire précocement et qui sont confrontés à toute une série de difficultés économiques, sociales, des problèmes de santé, et qui ont évolué dans des environnements familiaux marqués par la précarité économique et résidentielle. En revanche, on a moins d'éléments sur les professionnels de l'accompagnement. Qu'en est-il de ces personnes qui accompagnent et qui conçoivent les dispositifs? Alors, vous apportez toute une série d'éléments, notamment sur leur diplôme et leur passé professionnel. Ce que vous montrez, que ces intervenants, en tout cas ceux qui sont au contact des jeunes, eh bien, ils ont des diplômes issus du travail social, des diplômes d'éducateurs spécialisés ou d'assistants du service social, qui sont les diplômes emblématiques, traditionnels du travail social. Et puis, on a d'autres profils de personnes diplômées, de diplômes plus récents qui relèvent de l'intervention sociale, voilà, avec des nouveaux profils qui apparaissent dans le domaine de l'insertion. Alors, ce qui est intéressant, vous donnez quelques caractéristiques sociales sur ces personnes qui accompagnent les jeunes. On aimerait un petit peu en savoir plus. Vous avez parlé d'origine sociale, mais on aimerait connaître davantage finalement la profession de leur mère, de leur père, leur statut familial, leur parcours migratoire s'il y en a, leur trajectoire professionnelle, mais un peu plus dans la complexité des trajectoires, leurs conditions d'emploi, leur rapport à l'école qui est très structurant, notamment pour penser son rapport à la jeunesse, leur engagement associatif, s'il y en a ou pas, parce que finalement, tous ces éléments participent, pour chacun d'entre nous d'ailleurs, à construire nos représentations. Mais ça ne suffit pas, et c'est ce que vous dites, vous ne l'avez pas trop exploré dans votre intervention, mais vous le faites dans le rapport, et c'est à mon avis très important. Ça ne suffit pas de regarder les profils des professionnels, ou des professionnels de l'accompagnement, mais aussi des concepteurs. Vous allez plus loin en évoquant les contextes de travail dans lesquels ils évoluent au quotidien. Et ces contextes de travail, ils changent, ils évoluent, et vous insistez sur plusieurs éléments sur lesquels je vous rejoins. Donc l'insertion sociale, mais l'intervention sociale de manière générale, elle a vu arriver des logiques gestionnaires, comme le soulignaient déjà les travaux de Michel Chauvière avec son ouvrage « Trop de gestion tulle sociale » dans les années 2010. Pardon, je vais y arriver. La nécessité pour les structures d'insertion de répondre à des appels à projets pour obtenir des financements, le développement des procédures d'évaluation de ces dispositifs qui sont commandités par les pouvoirs publics, dont l'objectif consiste à mesurer les effets du dispositif sur les destinataires, une certaine pression à faire du chiffre, puisque les pouvoirs publics fixent des objectifs quantitatifs, souvent ambitieux, pour faire rentrer les jeunes dans un dispositif ou pour les faire sortir du dispositif, selon des critères très précis. Et donc, les dispositifs doivent être efficaces et performants. Et ils doivent justifier de leur efficacité pour être financés. Ça a eu aussi comme conséquence de transformer l'activité professionnelle des accompagnateurs, des personnes qui accompagnent les jeunes. Par exemple, en entretien, ces professionnels expliquent qu'une partie de l'accompagnement consiste maintenant à faire du reporting, c'est-à-dire à saisir sur un système d'information ce qui a été fait avec le jeune. Combien de fois je l'ai vu, qu'est-ce qu'on lui a proposé, combien de fois il a fait, je sais pas moi, l'atelier CV, etc. Et donc il y a toute une partie de leur activité qui évolue. Et enfin, un dernier élément sur lequel vous revenez et qui a toute son importance pour décrire le contexte dans lequel l'accompagnement se réalise, c'est que ces dispositifs, ils s'inscrivent dans des temporalités d'accompagnement limitées. Donc non seulement le dispositif doit produire des effets sur les jeunes, mais il doit le produire dans un temps très limité, et un temps dont on sait qu'il n'est pas toujours suffisant pour certains jeunes, et notamment celles et ceux qui vont cumuler un ensemble de difficultés socio-économiques, familiales,
je vais pas y arriver, excusez-moi, des problèmes de santé qui sont ancrés depuis longtemps dans leur parcours. Et donc, on a un décalage entre la temporalité institutionnelle et la temporalité des jeunes qui s'inscrivent dans ces dispositifs et qui font référence aux travaux de Xavier Zunigo. Et donc, c'est dans ce contexte que s'exerce l'accompagnement. Et finalement, j'aimerais savoir ce que disent les professionnels de ce contexte. Qu'est-ce qu'ils disent de ces injonctions, finalement, aux chiffres, à l'évaluation, au reporting? Est-ce qu'ils s'y opposent ou pas? J'aurais aimé savoir si vous avez des éléments un peu plus précis sur leurs conditions de travail. Est-ce qu'ils ont le sentiment que le métier évolue? Est-ce qu'ils ont le sentiment de bien faire leur travail d'accompagnement ou de mal faire? Quelles sont leurs conditions d'emploi concrètes? Quelles sont leurs rémunérations? Puisque ce qu'on avait observé au moment où on évalue le dispositif de la garantie jeune avec mes collègues François Sarfati et Marie Loison-Lerus, c'est que certaines personnes qui accompagnaient les jeunes étaient elles-mêmes en contrat aidé, certaines étaient même en situation de grande souffrance au travail, dans des situations de surmenage, et que ça conditionne en fait leur rapport aux jeunes, leur rapport au dispositif et leur rapport de manière générale à leur activité professionnelle. Alors, est-ce que vous avez observé des résistances? Vous employez le terme de logique militante. Des résistances à faire du chiffre et à réduire une partie de leur activité d'accompagnement au reporting et à la justification. Merci, je suis désolée. Alors, je vais conclure sur un élément qui m'a un peu surpris. Dans les préconisations, vous insistez sur la formation des professionnels en préconisant, et je vous rejoins complètement sur ce point, des modules de psychologie sociale ou de sociologie dans les formations des professionnels. Alors, ça m'a un petit peu interrogée puisque j'ai beaucoup enseigné dans ces formations, que ce soit les formations d'éducateurs spécialisés, d'animateurs socio-éducatifs. J'ai enseigné d'ailleurs, un collègue du CNAM est là parmi nous au sein de la chaire travail social du CNAM, et il me semblait que ces formations étaient... Enfin, dans ces formations, il y a de la sociologie. Il y a une partie de la formation qui consiste à déconstruire ces représentations, à développer une démarche réflexive. Et du coup, je m'interroge un peu. Alors, il y a deux hypothèses. Soit finalement, je n'ai enseigné que dans les formations où il y avait de la sociologie proposée, mais je ne crois pas. Il me semble que quand même, il faudrait regarder de plus près que pour les diplômes d'éducateurs spécialisés ou d'assistants de service social. Il y a des modules de sociologie. Ou la deuxième hypothèse, c'est finalement pourquoi les personnes qui accompagnent les jeunes n'ont plus les moyens de se poser pour réfléchir à leur représentation et à leur pratique, du fait de contextes de travail qui se sont complexifiés au regard de tout ce que j'ai énuméré, de tout ce que vous avez énuméré au cours de votre rapport. Alors voilà, je n'ai pas complètement la réponse sur ce point. Et j'ai été assez surprise de ne pas constater non plus de ce qu'on appelle de l'analyse de la pratique. C'est-à-dire que voilà, c'est des moments de regroupement collectif sur une situation, alors que la plupart des intervenants sont issus du travail social. Et donc j'ai été un petit peu étonnée de ne pas l'observer dans vos travaux. Donc toujours un peu la même question, est-ce qu'ils ont été socialisés à ces pratiques-là ou pas du tout, ou est-ce que c'est mis en place ou pas du tout. Voilà. Je vous remercie de votre intervention que j'ai trouvée très riche et de ce beau rapport et de ce beau sujet. Excusez-moi pour le chat dans la gorge. Donc je vais aborder la deuxième question. Donc effectivement par rapport aux conditions de travail, ce qui est intéressant, c'est que j'ai été vraiment sur le dispositif dès le départ. Et en fait, on voit qu'au fur et à mesure du dispositif, il y a une pression des chiffres donc, qui était déjà là au départ, puisque dans les 6 mois après que le dispositif soit financé, les professionnels devaient vraiment entrer des jeunes, et j'ai pu participer aux formations des professionnels par rapport à ça, et il y a vraiment la chargée de projet qui insistait, voilà, il m'en faut 10, 15 par mois, donc c'est vraiment très très prégnant, contrairement à ce qui avait été souhaité au départ. Et donc,
au début, effectivement, ils avaient le temps de vraiment avoir des entretiens assez longs avec les jeunes. Puis au fur et à mesure, les rencontres se font plus succinctes. Il y a de moins en moins d'échanges aussi, c'est plus autant régulier. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a certains profils qui ont marqué plus de résistance, notamment le profil militant que j'ai évoqué dans le rapport. Donc, certaines personnes issues de la formation éducateur spécialisé, qui avaient un profil plutôt éducateur de rue, vraiment d'aller vers les jeunes les plus éloignés. Et donc, ces profils-là sont partis en fait au début du dispositif. Quand ils se sont rendus compte de l'écart et que finalement, ce qui allait primer, c'était l'atteinte d'objectifs chiffrés plus que d'aller vers les vrais jeunes invisibles. Par rapport à la partie, je termine rapidement, par rapport à la partie formation, alors effectivement, ça m'a aussi surpris, parce que je fais des cours aussi à l'IRTS ou ce genre de formation. Effectivement, on donne des cours de sociologie, mais peut-être pas, ils n'ont peut-être pas eu des cours, par exemple, je pense aux études sur les discriminations. C'est peut-être des choses qui ne sont pas forcément, par exemple, toutes les études de Grégory Giraud-Beaujeu, très, très terrain sur les missions locales, etc. Ou alors, il y a tellement aussi la pression du chiffre qui sont confrontés au fait de devoir entrer des jeunes et que ces jeunes sortent avec un emploi issu du dispositif. Et ce qui est intéressant aussi par rapport à ça, c'est que à aucun moment, lorsque les professionnels intègrent le dispositif, sont formés à la lutte contre les discriminations. Je me souviens, ça s'est évoqué, mais après seulement 4 ans de dispositif, quand il y a une des professionnels qui en parle, et en fait, la chargée de projet dit clairement non, mais c'est pas la priorité. On va travailler plutôt sur la communication ou d'autres choses. Donc c'est vraiment des choses qui sont pas forcément prises en compte par les concepteurs, tout comme parfois quand certains professionnels, vous parliez de résistance, expliquent qu'ils sont en difficulté pour aller voir les recruteurs, qui n'ont pas forcément été bien formés, que leur cœur de travail c'est plutôt l'accompagnement, sur le jeune, mais qu'ils sont en difficulté pour négocier un peu les critères des offres, etc. Et pareil, ce qui est surprenant, c'est que la direction ne propose pas de formation dans ce sens-là. Elle considère qu'ils sont déjà capables de le faire. Or, ce n'est pas le cas. On voit qu'il y a plusieurs profils de professionnels, justement. Merci pour cette réponse. Donc, je vais passer la parole maintenant à la deuxième discutante, Marie-Thérèse Peuch, qui est maîtresse de conférence à Sorbonne Université. Merci beaucoup. Alors moi j'ai un petit sentiment d'illégitimité ici parce que je suis sociologue de l'économie et du numérique et donc c'est vrai que le travail social, l'accompagnement à l'insertion professionnelle m'était étranger et c'est pour ça que j'ai trouvé très passionnant en fait votre rapport parce que je connais bien l'uberisation mais pas sous cet angle-là. Donc ça m'a inspiré 3 pistes de discussion que je vais essayer de développer le plus rapidement possible. Donc la première vient un peu de mon domaine de recherche, la sociologie économique et du numérique. Et c'est vrai que quand on travaille sur l'uberisation, aujourd'hui il y a peut-être 2 volets de recherche principaux. L'un qui parle du capitalisme de plateforme, que vous avez évoqué tout à l'heure, et qui met un peu en avant ces nouvelles formes d'emploi qui viennent contester le salariat. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tous ces indépendants qui se développent sur les plateformes et qui sont toujours à la frontière du salariat déguisé, mais qui sont officiellement des micro-entrepreneurs. Donc, il y a toute une sociologie de l'emploi critique aujourd'hui qui s'est développée pour travailler sur ces nouvelles formes d'emploi. Il y a un autre pan de la littérature qui me paraît important, mais c'est peut-être parce que c'est ma chapelle au départ. C'est une sociologie du web qui a analysé ces plateformes d'emploi comme étant dans le sillage en fait de ce qu'on appelle la consommation collaborative, donc Le Bon Coin, Airbnb, tout ce que vous connaissez, où vous avez des offreurs d'un côté et des demandeurs de l'autre, avec une partie de l'offre ou de la demande qui est assurée par des particuliers. Et ces plateformes d'emploi, en fait, sont dans le pur sillage de cette consommation collaborative. Et donc ces travaux, non seulement s'intéressent aux évolutions des formes d'emploi, mais aussi aux représentations qu'ont les usagers de ces plateformes, avec l'idée que certains tirent leur épingle du jeu et y trouvent un épanouissement personnel important. On peut penser aux travaux sur Etsy, bien sûr, que vous citez, avec les travaux d'Anne Jourdain, avec cette idée qu'on peut valoriser des pratiques de lobby, de
de hobby, de loisirs, et en faire un travail avec des logiques de professionnalisation et un certain épanouissement personnel. Et puis, parfois, des logiques très fortes d'aliénation qu'on trouve avec des plateformes d'emploi type Uber. Donc, la conséquence de ça, c'est au fond que les variations du rapport aux plateformes dépendent aussi de variables sociales lourdes, c'est-à-dire qu'on peut s'épanouir dessus ou on peut être davantage aliéné selon son âge, selon ses contraintes socio-économiques et son niveau de diplôme, la dépendance aux revenus d'activité et les origines ethno-raciales, évidemment. Et votre rapport montre très bien, pour le coup, que pour tirer son épingle du jeu, ici, c'est assez compliqué quand on est jeune et qu'on vient de CQPV. Donc, vraiment, dans ce rapport, je pense qu'il faut vraiment valoriser cette mise à plat statistique et cartographique qu'on a rarement, puisque souvent, ces questions sont abordées par les travaux qualitatifs. Là, on a des chiffres et on a des belles cartes qui montrent en fait une superposition des cartes du chômage, de la précarité, de la migration, avec ces livreurs et ces chauffeurs. Donc aujourd'hui, quand on lit votre travail, il ne fait pas de doute que Uber ou Deliveroo puisent dans ces populations moins employables ou plus discriminées, on n'a toujours pas... c'est en tout cas dans la tête de ces accompagnants pas tout à fait clair. En tout cas, ces populations sont un vivier essentiel de travailleurs qui sont séduits effectivement par une facilité d'accès à une activité rémunérée, rapide, et qui demandent peu de qualifications. Alors moi je me suis posé la question, alors vous n'allez pas pouvoir me répondre parce que c'est pas dans le rapport et puis c'était pas votre travail, c'est d'essayer de comprendre quand même peut-être plus précisément quel est le profil de ces travailleurs, parce que la base, le répertoire Sirène, vous l'avez dit, est très frustre, on n'a pas beaucoup d'informations et donc on ne sait pas l'âge de ces personnes, on ne sait pas exactement quel est leur parcours professionnel, quelles sont leurs caractéristiques sociales. Et je trouve que pour revenir à mon histoire de sociologie des usagers des plateformes, qu'il serait intéressant d'avoir des informations là-dessus pour essayer de comprendre aussi quel est leur rapport aux plateformes et donc de pouvoir les enquêter. Vous avez dit que vous avez fait 4 entretiens, je me dis mais oui, mais moi j'aurais bien aimé avoir les travailleurs sociaux et puis en même temps voir en parallèle ces jeunes discuter de leur rapport à la pratique. Donc effectivement, on voit se dessiner deux populations, vous l'avez dit tout à l'heure, donc je le répète rapidement, une sorte de sous-précariat en fait, des plateformes qui sont les livreurs à vélo, qui sont des gens allophones, qui sont des primo-migrants et qui en fait n'ont pas beaucoup de ressources et qui font ça à faute de pouvoir faire autre chose. Alors j'ai juste une petite question de précision, vous dites que c'est négligeable, on n'arrive pas Non, pas ça. Vous dites que la population des personnes qui louent les statuts de micro-entrepreneurs sont difficiles à attraper, on ne peut pas le savoir, mais vous dites que c'est négligeable dans les chiffres, et j'aimerais bien savoir, page 33, que en fait, c'est pas négligeable moralement, mais c'est négligeable en termes de ratio. Bon. Donc on aurait cette population-là d'un côté, et puis de l'autre, des chauffeurs VTC, qui seraient peut-être un peu plus dotés, plus diplômés, et qui feraient ça alors parce qu'ils sont discriminés sur les autres types d'emplois et qui chercheraient à contourner ces discriminations, ou peut-être, et c'est la question que je me pose, peut-être parce que c'est une opportunité aussi et que ça s'inscrit dans un parcours professionnel et pour eux n'est pas forcément quelque chose de fondamentalement subalterne en fait comme activité. Donc voilà, c'est une question que je me posais. Donc ça c'est une première chose, le profil de ces gens. La deuxième, et je me dépêche, la deuxième dimension que m'a inspiré votre rapport, c'est plus largement une réflexion sur cette position très fragilisée de ces jeunes dans le monde d'emploi en général. Donc vous évoquez la perplexité de ces professionnels qui se trouvent face à cette espèce de statut hybride entre de faux entrepreneuriat, en tout cas qui n'est pas vocationnel, ou en tout cas pas comme on se le représente habituellement, et puis en même temps c'est pas tout à fait un salariat puisque effectivement ce sont des micro-entrepreneurs. Et ces professionnels que vous avez interviewés, vous l'avez dit, sont très sceptiques face à ce travail uberisé, mais à chaque fois il y a ce en même temps, ils se disent bon au fond d'accord, mais ça évite aussi qu'ils soient dans le commerce illicite, qu'ils vendent de la drogue. C'est aussi une école du savoir-être, ils apprennent quand même à aller au travail, à être ponctuels, etc. Et à ce titre, moi j'ai trouvé que votre travail résonnait
assez bien avec les travaux qu'on peut voir sur le travail gratuit et sur tous les brouillages des frontières en fait avec le salariat aujourd'hui. Donc j'écoutais encore Maud Simonet hier parler du travail gratuit et de toutes ces activités qui sont très encouragées par les pouvoirs publics, hein, le service civique, les stages, le bénévolat, et qui sont autant d'activités souvent proposées à des jeunes en disant ça vous fera une ligne dans votre CV, vous pourrez capitaliser sur ces expériences, mais qui reste quand même du travail qui est le plus souvent gratuit. Et donc je trouve qu'ici, avec cette uberisation donc, qui touche particulièrement les jeunes des QPV, on n'est pas loin en fait, on pourrait se situer dans cette trame de travaux et qui montre aussi en creux comment ces jeunes se trouvent pris dans des situations d'emploi relativement fragilisées. Donc ça, c'est un deuxième aspect. Et troisième aspect, je m'arrêterai après, j'ai trouvé assez intéressant de voir comment ces travailleurs étaient effectivement sans outils le plus souvent pour accompagner ces jeunes qui sont invisibilisés, ils ne viennent pas. Alors moi, je ne connais pas ces métiers-là, donc alors vous tous, vous les connaissez ici aussi. Mais moi, c'est vrai que c'était un peu la boîte noire pour moi dans le rapport, de se dire, en fait, comment ils attrapent ces jeunes, quel type d'accompagnement on leur propose habituellement, il y a combien de rendez-vous, qui les sollicite, quels outils on leur met entre les mains, etc. Bon. Et donc, en tout cas, je parle de ça parce que ça m'a fait penser quand même à un travail que j'avais fait avec Élise Verlet et Élise Tenray sur les plateformes d'emploi étudiants. Donc, ce sont des plateformes qui proposent des missions à des étudiants. Donc, ça peut être du street marketing, de l'hôtessariat, ça peut être des missions d'animation marketing dans des magasins. Et l'idée, c'est de dire, bon, on est une start-up, on va sélectionner des étudiants. Et ensuite, une fois qu'ils seront sélectionnés, on va les apparier grâce à un algorithme aveugle aux caractéristiques sociales de ces étudiants, avec des clients qui pourront donc accueillir, staffer leur mission avec ces étudiants. Et l'un des arguments de cette start-up, c'était de dire, nous, notre algorithme, il est aveugle à ces caractéristiques, et donc on lutte contre la discrimination. Donc ça, c'était une première force, et donc je me disais, prenons acte, effectivement, quand des clients se trouvent face à ces étudiants qui arrivent, qui peuvent être racisés, qui peuvent être avec des soft skills, alors on peut en reparler, qui ne sont pas ceux attendus, et bien à chaque fois, on nous décrivait des très belles histoires, oui, peut-être qu'on ne les aurait pas pris, mais là, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était une chance, etc. Donc ça, c'est un premier aspect sur les discriminations. Je me dis, tiens, quel rôle peuvent jouer les algorithmes là-dedans ? Et le deuxième aspect, et qui était assez fascinant, c'est qu'on avait été invité à une journée de formation de ces jeunes. En gros, sur la base du volontariat, on disait, vous, les jeunes qui êtes micro-entrepreneurs sur notre plateforme, on vous invite, donc gratuitement, à venir faire des ateliers de CV, à vous challenger sur des entretiens de recrutement. On va vous apprendre tout ce qui est le savoir-être. L'école vous a appris le savoir-faire, nous, on va vous apprendre le savoir-être. Et donc, se trouvait complètement pris dans une logique de formation et d'accompagnement à l'insertion professionnelle de ces jeunes. Et donc, je me dis, au fond... quand on vous lit et qu'on voit ces professionnels qui sont relativement perplexes et un petit peu sans outils, je me dis, et qu'on voit que Uber avait déjà monté des campagnes de partenariat avec Pôle emploi il y a quelques années. Alors, est-ce qu'il faut se réjouir de cette montée en puissance des plateformes dans ce type d'accompagnement et peut-être les encourager, je ne sais pas, ou au contraire s'en inquiéter et se dire qu'au fond, ils font désormais bien concurrence à des types de dispositifs qui existaient via des missions de service public. Donc étant bien incapable de répondre à ces questions moi-même, je vous les pose ici lâchement. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour ce rapport qui m'a passionnée. J'espère qu'il va être diffusé largement. Merci. La dernière question, je l'ai trouvée particulièrement intéressante. En fait, en gros, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas concurrence entre les plateformes et les professionnels en termes d'accompagnement à la construction d'une employabilité ? Et c'est d'autant plus intéressant qu'au fond, la notion d'employabilité, elle vient de l'entreprise, elle ne vient pas des politiques publiques. Et qu'elle consiste à organiser l'ensemble
à penser l'ensemble de l'insertion selon les critères qui sont énoncés par les employeurs eux-mêmes. Donc cette question est vraiment loin d'être incongrue. Parce qu'au fond, on peut effectivement se demander si les dispositifs d'insertion tels qu'ils ont été décrits ici, etc., sont finalement si différents. Est-ce qu'ils sont finalement si différents de Uber et Deliveroo? C'est une question qui pique, je reconnais. Un mot sur la diversité des rapports aux plateformes en fonction des profils. Alors évidemment, c'était pas du tout notre objet, mais c'est pas pour ça qu'on n'a pas d'éléments. Bon, quelque chose que je trouve très intéressant, c'est de voir la trajectoire des usagers, mais des usagers travailleurs, dans la livraison à vélo et la livraison à 2 roues. En fait, il y a des travaux qui ont été faits au début du lancement de ces plateformes et qui décrivent des communautés d'étudiants et de jeunes travailleurs qui viennent arrondir leur fin de mois, mais qui ont en commun une passion, c'est la passion du vélo. Voilà. Donc on mesure la distance, alors sans doute il y a eu une transformation en réalité, mais on mesure à la fois effectivement à quel point c'est dépendant de qui s'en empare, parce qu'en fait là c'était la passion du vélo qui était première, et le travail sur plateforme et avec des choses assez rigolotes, c'est-à-dire que les applications vous donnent vos performances. Ce qui fait que ils étaient en compétition les uns par rapport aux autres. Pour ceux qui avaient les meilleures performances, mais c'était des vraies performances sportives, voilà, pour eux. Et le fond de l'affaire était là. C'était presque secondaire de gagner des sous, quoi. Donc voilà, oui, effectivement, on mesure la distance parcourue et très certainement une hyper-prolétarisation de voilà. Ouais, peut-être juste un mot par rapport à ce que vous avez mentionné sur la question du travail informel. Bon, là aussi, on est face à un stéréotype quand même qui résiste à propos des quartiers populaires. Les quartiers populaires sont loin d'être des lieux ou des espaces de non-travail. Et au contraire, outre les gens qui se lèvent à 4 heures du matin pour venir nettoyer nos bureaux, etc., il y a tout un champ de l'économie informelle qui a été notamment analysé par un collectif de chercheurs et de chercheuses qui s'appelle Rosa Bonheur, je ne sais pas si c'était implicite dans votre question, donc on cite ces travaux dans le rapport simplement pour montrer que toute cette économie qui repose sur de la réciprocité, don contre don, etc., à un moment donné, les plateformes arrivent et permettent de les faire basculer dans une économie officielle, donc de passer de l'informel à l'officiel. Et prendre en compte cet élément de contexte, c'est pas très surprenant que ces quartiers représentent un véritable vivier pour ce type d'opérateur. Très bien, merci beaucoup. Donc je vais donner le micro pour que la salle puisse participer à cette discussion. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Marc Major, bonjour. Je souhaitais soulever la question de la place de l'information jeunesse dans l'accompagnement des jeunes et la centralité des acteurs, de l'échelon municipal finalement, dans la place des intermédiaires dans l'accompagnement des jeunes déscolarisés ou précarisés, ou en tout cas hors du spectre logique de formation de ces jeunes vers l'emploi. Je le dis parce que très souvent sur le territoire, il y a aussi, vous parliez tout à l'heure de construire l'employabilité au regard des attentes de l'offre d'emploi. Il y a aussi l'intervention de tous les acteurs privés dans les actions municipales maintenant. Et donc je voulais savoir si dans le spectre de votre étude, l'action de l'information jeunesse qui a aussi une expertise on vous parlait de comment capter les jeunes. Ce sont des fois le premier intermédiaire et le premier lieu d'accueil anonyme et gratuit et local pour ces jeunes. Dans quelle mesure l'information jeunesse intervenait dans l'accompagnement et dans l'action d'orientation en tout cas des jeunes, voire de mobilité, puisque en fait on a l'impression qu'ils sont assignés à une territorialisation, mais on peut aussi rêver que ces jeunes puissent être accompagnés vers de la mobilité hors de leur QPV et hors de leurs assignations, on va dire, identitaires, pour aller très vite.
Merci. Merci pour cette question. Alors c'est vrai que dans le cadre du dispositif sur lequel j'ai travaillé, enfin que j'ai étudié, les professionnels sont parfois en contact avec les professionnels du point information jeunesse, notamment ceux qui travaillent déjà sur les territoires sur lesquels ils travaillent actuellement, notamment pour repérer des jeunes. Alors après, c'est pas quelque chose que j'ai forcément mesuré. J'ai pu assister parfois à des entretiens entre les jeunes et justement qui portaient sur la mobilité, les offres par rapport au permis de conduire ou ce genre de choses. C'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai trop abordé, mais je sais qu'il y a des ponts aussi qui se font sur le terrain, mais c'est pas forcément quelque chose que j'ai beaucoup mesuré en tout cas statistiquement. Bonjour, merci. Fania Anouar pour le collectif Mentorat. Je voulais savoir si dans vos enquêtes, vous avez eu affaire à des jeunes qui étaient accompagnés et donc mentorés par des bénévoles. Dans certaines études, on a observé que les mentors sont plutôt des personnes assez diplômées, de statut cadre. Et donc, j'imagine qu'en termes de représentation et de ce que ça véhicule derrière auprès des jeunes, il y a aussi de gros enjeux. Mais voilà, je voulais savoir si dans votre étude, vous aviez croiser des mentors bénévoles et si oui ou sinon, qu'est-ce que vous pensez de la question du mentorat? Merci. Alors, moi, dans le cadre du dispositif, alors déjà, j'ai fait une série d'entretiens avec les jeunes, mais c'est pas encore analysé. Mais de mémoire, je sais que j'ai pas rencontré de jeunes qui étaient accompagnés par des mentors en plus de l'accompagnement dispensé par le dispositif sur lequel étaient les jeunes. Après, par rapport au mentorat, je vous avoue que c'est pas forcément mon domaine. Je vais pas savoir répondre à cette question, donc je laisse peut-être des personnes plus expérimentées. Plus d'expérience. Il y a une étude qui il y a une étude qui montre que les chercheurs masculins, quand on leur pose une question sur un sujet où ils ne connaissent rien, ils vont tendance à répondre, tandis que les femmes s'excusent en disant non, je suis pas légitime pour en parler. Donc, voilà, tout à fait. Donc, étant personnellement déconstruit, je ne répondrai pas à cette question. Bonjour. Bonjour. Merci d'abord pour votre étude. C'était très, très riche. Moi, ça me parle. Ça fait écho à tout ce qu'on vit. Alors, je me présente. Je m'appelle Dalila Chérif. Je suis responsable de site de l'école de la deuxième chance à la Courneuve. Donc, les QPV, ça nous parle. Les chiffres aussi. Plus que la qualité, désolé, mais c'est comme ça. Alors, pour répondre à la question du mentorat, et ça fait aussi écho à ce que vous avez dit, par rapport aux professionnels de l'insertion et l'employabilité des jeunes, les soft skills et tout ce qui va avec, nous articulons notre travail sur l'accompagnement donc sur site à l'école, donc avec remise à niveau, etc., toute la rescolarisation du jeune, et puis toutes les 3 semaines, le jeune part en stage. En entreprise, dans des lieux différents. Et donc, la question du mentorat, nous, on la pratique, d'abord par le tutorat, et puis aussi par toutes les actions qu'on met en œuvre avec les entreprises. Alors, ce qu'on appelle les entreprises grands comptes, comme VP, AXA, BNP, et puis les entreprises de proximité. Et on a aussi expérimenté une fois, mais ça n'a pas bien marché, un mentorat. Enfin, on a eu un parrain pour un groupe. Donc, ce parrain c'était un retraité, donc il a travaillé longtemps dans une grosse boîte, et il a accepté d'accompagner un groupe pendant 10 mois, mais il a décroché, on va dire ça comme ça. Donc, ça m'a demandé beaucoup plus de travail, il fallait absolument que je l'appelle à chaque fois pour lui dire voilà, où en est ton groupe. Et puis à un moment donné, bon stop, quoi, on arrête les dégâts. Et le problème des dispositifs, notamment comme le nôtre, c'est un dispositif qui a beaucoup de financement. Nous avons des financements publics, donc l'État, la région, enfin vous voyez tout ça. Et puis une partie, donc taxe d'apprentissage. Voilà. Et dans toutes les questions, donc il faut rendre des comptes. Et je me rends compte, c'est bien pour ça que j'ai amené ma stagiaire CIP avec moi, pour qu'elle comprenne tout ce que je lui dis depuis le début, où elle est en stage avec moi, c'est-à-dire je lui ai montré le côté plutôt sombre de notre travail, c'est-à-dire qu'en fait, on s'épuise de plus en plus dans notre travail. On nous demande des chiffres. Donc tous les mois, on fait un point sur les rentrées, qu'on est censé faire rentrer 624 jeunes par an. Et la région, l'État nous demande, mais qu'est-ce que vous faites du coup avec eux? Et puis quelles sont les sorties positives, etc., etc. C'est très difficile. De plus en plus, on n'a plus de temps, on rentre, entrée-sortie permanente. On n'est pas en souffrance, hein. C'est juste que je dis que depuis 20 ans que nous existons, moi ça fait une quinzaine d'années que je travaille à l'école, le travail
changé, la temporalité n'est plus la même. Par exemple, il y a plus de 10 ans, on faisait des rentrées de maximum 10 groupes par an. Aujourd'hui, on a le double. Et donc, c'est plus possible. Et puis, tout a changé. Aujourd'hui, le monde de l'insertion, j'allais dire, ça s'est ubérisé. Tout a changé. C'est devenu vraiment de l'Instagram, du réseau social. C'est-à-dire, on communique, tous les dispositifs se font presque une concurrence acharnée. Chacun va faire son marché. On voit les partenaires, mais on sent une pression vraiment des dispositifs et de la recherche de financement. Donc, il y a des dispositifs comme le nôtre, je dis cette réalité, où il y a de l'argent. Peut-être que ça ne va pas durer longtemps. Il y a beaucoup... il y a de l'argent. Hein. Et à côté de ça, on a des dispositifs qui essayent, qui s'obstinent à faire du bon boulot avec très peu d'argent. Et il faut articuler tout ça. Donc moi, je ne pense pas être en souffrance dans mon travail, mais je constate, notamment parmi les professionnels que je mets entre guillemets, par rapport à leur parcours de vie, parce que ça, c'est un constat que je fais avec mon équipe, qui est extrêmement diversifiée, qu'ils, malgré les formations, parce qu'on les a formés aussi à pas mal de techniques d'accompagnement, malgré tout ça, il y a vraiment de la discrimination vis-à-vis des jeunes de plus en plus. Et je le vis de plus en plus. Là, pour le coup, je porte parfois des parcours de jeunes toute seule, contre mon équipe, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas suivre ce jeune, ça ne va pas du tout, il n'a pas l'allure, il n'a pas le truc, il n'est jamais là, il n'est pas motivé, et ceci et cela, il doit fumer du shit, Et les sous-mains de justice, je ne vous en parle même pas. C'est carrément, ils ne sont pas faits pour nous, parce qu'ils ne sont pas motivés. D'accord ? Donc, je suis devenue presque la spécialiste des sous-mains de justice pour mes collègues de mission locale et d'ailleurs. Et vraiment, c'est une bataille tous les jours. Donc, je pense que si quelqu'un aujourd'hui peut nous entendre et m'entendre, parce que sincèrement, je me dis, mais on tourne en rond, quoi. On tourne. Il faut batailler tout le temps. Mais je suis quand même ravie parce que même des sous-mains de justice s'en sortent. Voilà, donc c'était juste pour répondre à la question du mentorat, mais je suis allée un peu trop loin. Mais je veux bien mentorer une étude ou si vous avez besoin de cobayes pour des entretiens, il n'y a pas de problème. Moi, j'aurais une remarque sur les objectifs chiffrés. Puisqu'en fait, vous dites, finalement, il faudrait sortir des objectifs chiffrés pour essayer de faire la qualité. Moi, je trouve ce qu'il faut aussi se poser comme question, c'est qu'est-ce qu'on veut comme chiffre ? Parce que, en fait, dans ce que vous racontez, ce qui est intéressant, c'est aussi les résultats en emploi dans 5 ans. Il y en a assez marre de mesurer. Parce que moi, je trouve quand même qu'il faut mesurer. Mais mesurer du court terme ne dit rien sur l'efficacité à long terme. Donc, je trouve que juste dire qu'il faut c'est pas simplement de limiter le chiffrage, et je vois bien le temps que vous pouvez passer à chiffrer, c'est qu'est-ce qu'on cherche à mesurer. Et puis moi, je trouve qu'il y a un curseur dans tout ça. Le seul chiffre qui serait intéressant, c'est sur les 10 et 20% ou 20% les plus défavorisés. En fait, si sur ces 20%, dans ce groupe-là, les plus défavorisés, les plus en difficulté, on obtient des résultats, on sait que ça marchera pour les 80% suivants. Et en fait, l'objectif, il doit être sur cela. Et autrement, c'est ce que vous racontez, on fait du tri, on prend ceux qui sont le plus près, et c'est à peu près ce qu'on vous conseille aussi, c'est d'aller prendre ceux dont on sait sûr, et dans ces cas-là, les plus pauvres, ils trinquent à chaque fois. Donc, je voulais à nouveau remercier nos intervenants, nos intervenantes pour ces présentations et ces discussions très riches. Merci à vous d'être venus et merci à l'INJEP et aux défenseurs des droits pour l'organisation de cet événement.